Que ce soit déjà l'année d'un Français. Il faut tellement de miracles, il faut tellement de chance pour passer à travers toutes les embûches pour gagner Paris-Roubaix qu'on ne peut pas espérer que 10 Français occupent les 10 premières places. Nous voici dans cette tranche donc numéro 16, alors que la tranche numéro 15 est celle de Valers-Arambert avec 13 km d'asphalte entre cette zone pavée et Valers-Arambert. Thierry, nous vous écoutons. Oui, pour vous signaler la crevaison dans ce secteur pavé où vous apercevez le peloton très étiré, la crevaison de Laurent Jalabert. Ah, Jalabert, on en parlait justement. Vous parlez d'eux maintenant, hein. Vous parlez de Kinberg tout à l'heure, il crève. Je parle de Jalabert, il crève. Pardonnez-nous si dans votre famille, à votre retour à la maison, on vous annonce que Patrick Chêne et Robert Chapat ont évité de parler de vous. C'est pour vous porter bonheur. Et regardez, il est là notre ami Panine, vous voyez qu'il n'a pas été repris. Il est là toujours avec ses vibrations. Alors parlons un peu de cette fourche télescopique, Robert. On a vu ça sur Greg LeMond ou sur Gilbert Duclos-Lassalle. Il nous affirme en tout cas qu'il sent beaucoup moins de vibrations dans les poignets et que les risques de crevaison sont très nettement réduits avec cette fourche télescopique. Mais c'est certainement très bien par rapport à ce qui a été fait dans le passé jusque-là. D'ailleurs, le prix de revient de chaque fourche, 50 000 francs, 5 millions de centimes, prouve qu'on a dû travailler beaucoup avec des matériaux spéciaux, des matériaux allégés. Et cette fourche ne pèse que 200 grammes de plus que l'habituel. Or, on s'était aperçu avec Van Hooijdonk la semaine dernière, et vous en aviez fait la remarque, que sa fourche était toute droite. Or, sur les pavés, il ne pouvait pas courir avec la même fourche. Donc, il a pris un autre vélo avec un peu plus de chasse. Quant à Lemon et Duclos-Lassalle, ils tentent le tout pour le tout. Moi, je leur souhaite de gagner avec cela, mais avant tout, comme disait Lemon hier dans votre émission, c'est surtout les jambes qui gagnent Paris-Roubaix. Solevel d'ici ferme la marche de ce groupe de 11 et ça nous donne une idée, ce très beau plan de ce que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes derrière un coureur sur des pavés avec là pas trop de poussière pour les hommes de tête parce qu'il n'y a pas de voiture à l'avant, il n'y a pas encore de moto, mais alors après croyez-moi vous en prenez un maximum dans les poumons alors qu'on roule à très vive allure et c'est un peu le double tranchant de ce temps sec. Bien sûr pour les coureurs c'est parfois mieux que la pluie et la boue, mais lorsqu'il y a un temps sec comme ça, on roule vite et les chutes sont beaucoup plus douloureuses. Très vrai. Et le vent se lève de plus en plus. Jean-Paul, nous vous écoutons. Oui, j'étais avec mon motard Fabrice Roche en train de regarder l'allure à laquelle allaient les coureurs. Vous savez, ils vont à 60 km/h sur ces pavés, c'est extraordinaire dans ces boyaux. Vous parliez de la poussière, c'est vraiment le suiveur à moto qui la prend cette poussière, croyez-moi. Ne vous plaignez pas, Jean-Paul, hein, ils sont plus à plaindre que vous. Hein. Oui, quand même un peu. Ça va Jean-Paul autrement, ça se passe bien pour l'instant? Ouais, pas trop d'embouteillage, pas trop de secousses? Non, je me trouve donc immédiatement ici derrière les hommes de tête et depuis le début de ce secteur pavé, eh bien, vous avez pu voir donc en dernière position l'ancien double vainqueur d'étape dans le Tour de France, Gerrit Solveld. Rappelez-vous, il avait gagné à Pont-Audemer, il a gagné l'année dernière sous la pluie à Rouen. Et il est là en dernière position en permanence. Sortie du secteur numéro 16, donc le prochain secteur c'est Valers-Arambert, la fameuse tranchée. Je crois qu'il y a 12 à 13 km d'asphalte maintenant avant Valers. Comme le disait Robert au début de ce reportage, les 11 franchiront Valers avec de l'avance. Mais nous sommes encore très loin de l'arrivée puisque à Valers il restera encore 110 km. Et là nous vous quitterons pendant 90 minutes environ pour vivre ensuite tout le final en direct sur Antenne 2. Et vous, petit vénard des régions Île-de-France Nord et Centre qui avez suivi tout à l'heure FR3 avec André Garcia et Jean Crinon, eh bien vous aurez vécu aujourd'hui près de 4 heures de Paris-Roubaix et nous nous en réjouissons. À quel jeu joue Capio? Il a été rejoint sur un premier démarrage, il remet ça maintenant. Il doit s'ennuyer avec les autres où il y a peu de personnes avec lesquelles il entend converser. Il veut peut-être prendre un peu de prime là, non? Est-ce qu'il ne fait pas un petit calcul financier? Mais vous venez de signaler qu'il y a 16 km d'asphalte entre les deux. C'est un effort pour une prime qui ne me paraît pas très raisonnable. Il attend peut-être une cassure à l'arrière. Il se dit que ce groupe peut exploser, donc autant être devant et profiter des 3 ou 4 qui viendront le rejoindre. C'est ce que visiblement il a dû tenter tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est une expression belge, mais il doit penser comme les Français qu'il a aujourd'hui la soquette légère, c'est-à-dire le coup de pied facile, et qu'à partir de là, il peut tout se permettre. Mais attention, dans Paris-Roubaix, les coups de barre vous arrivent sans prévenir. Hein. En fait, il fait du fractionné, Capio. Il a fait exactement comme tout à l'heure. Il a pris de l'avance et là, il nous a fait une longue roue libre en buvant un coup pour se laisser reprendre par le groupe. Ouais. C'est étonnant. Il fait du fractionné. Il est en train de se faire une condition cardiaque pour le reste de la saison.
C'est un drôle de terrain en tout cas qu'il a choisi pour ce faire. Jean-Paul à l'avant, organisé mais tout de même pas très soudé ce groupe. Hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, Capio, il tente de temps en temps de partir. De Wild essaye de revenir, c'est l'un des plus actifs. Mais véritablement, on ne peut pas dire qu'il y ait une grande organisation au sein de ce groupe. Nous sommes arrêtés ici sur le bord de la route à l'instant. Nous sommes en train de faire un écart. Le dernier écart que je vous ai donné était de 3 minutes et 15 secondes. Nous allons voir si cet écart s'est réduit ou au contraire a augmenté. Donc pour l'instant, toujours la même chose. Capio donc se démenant en tête du groupe et Solvel jouant les utilités à l'arrière. Et je peux vous dire que notre ami Panine revient car il vient de sortir lui aussi de la zone pavée numéro 16. Donc il avait à peu près 1 minute 15 de retard sur ce groupe-là. Alors qu'en tête du peloton, on va devenir de plus en plus nerveux sur ce rond-point qui nous amène exactement à 10 km de la tranchée de Vallers-Arambert. Panine passe très bien les pavés avec un grand développement, ce qui prouve toute sa puissance. Et ce sont les deux qualités requises, même indispensables, pour bien passer les pavés. C'est la vélocité de l'ensemble du corps et la puissance en même temps. Le peloton derrière la moto numéro 2 qui s'est étiré d'une manière très visible là. On s'entend pas très bien peut-être, mais ce peloton semble lancer à très vive allure avec les aides qui font un gros boulot. C'est Gilbert Duclos-Lassalle tout simplement. Voilà, ça commence. Là. Gilbert les ténors entrent en jeu. Et il sait quand il faut se mettre devant Gilbert. Ce n'est pas par hasard qu'il se dévoile maintenant. Mais il ne veut pas prendre tout le vent. Il attend qu'on lui donne un petit coup de main alors qu'on nous annonce 2 minutes 30 entre le groupe de tête et le peloton, Jean-Paul. Est-ce que c'est conforme à votre pointage? Pour l'instant, j'attends la suite. Je suis toujours arrêté sur le bord de la route. Il y a 2 minutes que les hommes de tête sont passés. Dans quelques instants, vous allez donc avoir un autre pointage. Charlie Mottet en tête. Alors ça me fait plaisir, ça me permet de faire une petite mise au point. Hier, je lui ai fait une petite plaisanterie à Charlie dans l'émission que nous animions en direct. Il m'avait dit à l'arrivée du Critérium International en direct dans Stade 2, il m'avait dit qu'il viendrait prendre le départ de Paris-Roubaix. Stéphane Roche disait qu'il ne viendrait pas. Et Charlie, dans un clin d'œil, avait dit « Moi, je viendrai seulement prendre le départ ». Alors hier, on lui a dit qu'on ne faisait pas notre favori. Et ce matin, il est venu nous voir. Il a dit « Dis donc, tu n'as peut-être pas été très sympa de dire que j'ai quand même le mérite de venir au départ ». Alors Charlie, c'est vrai, c'est bien. Mais on ne voulait absolument pas le froisser. Charlie, il a fait un très bon début de saison. D'un seul coup, on vient de voir dans la deuxième étape du Critérium International. Tout à coup, on vient de voir les Français apparaître. Il y a eu Chauvet, après Duclos-Lassalle et Mottet. Et bien les voilà les Français avec Jean-Claude Colotti également. Et une petite cassure, Jean-Claude Colotti de l'équipe Tonton Tapis, donc son leader Stéphane Roche n'est pas là. Et Jean-Claude Colotti, lui, qui fait signe qu'il prend du vent plein la figure, a porté une accélération. Oui, ça, il y a des vagues en tête de ce peloton. Ça doit aller vite derrière Thierry Blanco. Oh, ça va très vite, Patrick. Tout à l'heure, écoutez, nous avons effectué tout le secteur pavé en compagnie de Laurent Jalabert qui rentrait sur le peloton. Jean-Paul Olivier tout à l'heure vous annonçait une vitesse de 60 km/h. Et bien moi je puis vous certifier que nous approchions les 80 km/h pour revenir sur ce peloton qui ne cesse d'accélérer. Laurent Jalabert d'ailleurs fait partie du second groupe. Il a été maintenant légèrement distancé par le peloton. Jean-Paul, l'écart a dû diminuer très sensiblement car les coureurs viennent de passer le rond-point que nous suivions tout à l'heure à l'hélicoptère. Il y a bien évidemment moins de 3 minutes d'écart. Oui, l'écart est de 2 minutes et 20 secondes. Ah oui. 2,20. Et bien entendu, il n'y a plus de pactine intercalée. Donc 2,20 pour les 11 de tête et le peloton. Le peloton qui roule donc à très vive allure et dont on suit ici, dont on découvre l'arrière avec la moto numéro 3 qui sera donc calquée sur les commentaires de Thierry Blanco qui vivra tous les drames de ce Paris-Roubaix. Oui Thierry, on vous écoute. Oui, justement pour vous signaler qu'à l'arrière de ce peloton qui chasse très vite, vous allez apercevoir peut-être à l'image Laurent Fignon qui n'est pas positionné aux avant-postes. On l'a vu tout à l'heure, le voici d'ailleurs. Laurent Fignon, mais vous savez Laurent, il sait courir ce genre de course. Et on parlait tout à l'heure aussi de Dirk De Wolf qui est déplacé à l'arrière du peloton. Le premier conseil qu'Éric De Vlaminck a donné à Dirk De Wolf lorsqu'il l'a préparé pour Paris-Roubaix, il lui a dit si pendant les 100 premiers kilomètres j'apprends que tu te positionnes à l'avant de la course, je fais demi-tour avec la voiture et je rentre à la maison. C'est dire qu'il ne fallait pas plaisanter, pas question de se montrer dans les 100 premiers kilomètres de Paris-Roubaix. Et ça, c'est la tactique qu'a employée jusqu'à maintenant Laurent Fignon. Ça sera un comble quand même de voir De Vlaminck qui a abandonné Paris-Roubaix alors qu'il en a terminé 6-4 à la première place et 2 à la deuxième place. Maintenant qu'il est devenu directeur sportif, il devient intrépide. On va vite en tête de ce peloton avec Gilbert Duclos-Lassalle qui en met une petite couche supplémentaire comme on dit et qui doit déjà faire souffrir
certains de ses adversaires. Robert, quand à cette position de la course on commence à avoir mal aux cuisses, c'est assez mauvais signe. On a mal partout et là cette séance sur le goudron est la bienvenue pour permettre un peu aux muscles en général de se détendre. C'est pourquoi on repère souvent un coureur ou deux en danseuse pour changer les muscles fessiers de place, mais tout le monde a un peu la trouille de ce qui va arriver dans moins de 5 minutes maintenant. Et en tout cas, Thierry a dû profiter de cet asphalte-là pour s'approcher de la tête de ce peloton et pour pouvoir nous décrire ce qui va s'y passer. La moto numéro 3, elle, va suivre l'arrière de la course dans la tranchée de Valère Sarambert. Et je pense que cette tranchée, toujours passée à vive allure. L'an passé, d'ailleurs, il n'y avait pas eu trop de dégâts, si je puis dire. On se souvient de l'image de la chute de Laurent Fignon auparavant devant la caméra de Pierre Le Petit, mais l'an passé, Valère Sarambert s'était passé sans dommage. Oui, mais pour Laurent, c'était le début de ses malheurs et donc la preuve qu'il n'allait pas encore gagner ce Paris-Roubaix. Autrefois, c'était la côte de Doullens, à mi-parcours, qui sanctionnait Paris-Roubaix. Celui qui franchissait la côte de Doullens était souvent le vainqueur à Roubaix, tandis que celui qui sort en tête de Valère, jusqu'ici, n'a jamais gagné Paris-Roubaix. La tranchée de Valère Sarambert que nous suivrons en direct, bien sûr, avec des moyens fixes placés dans cette tranchée. Nous suivons actuellement la course avec les moyens complets de Allez Gilbert. Et c'est Bernard David, notre ami Bernard David, qui réalise les images de la tranchée de Valère, alors que Gilbert voltige comme d'habitude dans ce genre d'exercice avec Moncassin, Frédéric Moncassin. Vous l'avez aperçu à gauche de votre écran. Lui aussi, il faudra le surveiller. Il fait vraiment un début de saison de toute beauté avec cette victoire dans le Grand Prix de demain. Il y a des cassures dans le peloton, ça commence. Thierry Blanco, des victimes de ces accélérations à l'arrière du peloton? Oh oui, Patrick, avec, je vous parlais tout à l'heure de Laurent Fignon, eh bien ce peloton, comme vous avez peut-être sans doute pu vous en rendre compte en image, est séparé en 3 groupes. Oui. Un premier groupe emmené par Gilbert Duclos-Lassalle, Frédéric Moncassin, groupe dans lequel on trouve une très grosse délégation de la formation Tulipe et également Martial Gaillan. Un second groupe qui est un petit peu plus en arrière à une quarantaine de secondes et encore à peu près à une trentaine de secondes de ce second groupe, le troisième groupe dans lequel se trouve Laurent Fignon. Je n'ai toujours pas aperçu Greg LeMond. C'est l'effet du vent, tout cela, avec Laurent Jalabert qu'on a vu également, le coéquipier de Martial Gaillan dans cette, on va appeler ça cette première bordure, même si ce n'est pas le groupe de tête, puisque je vous rappelle qu'il y a toujours 11 hommes en tête de cette course, mais je crois que l'essentiel est peut-être en train de se jouer là dans ces cassures, et ceux qui sont relégués à l'arrière doivent commencer à s'inquiéter, Robert. Oui, d'autant qu'après le passage de la tranchée d'Arambert, les bordures vont commencer à s'organiser compte tenu du vent qui ne va jamais souffler dans le même sens. 1 km tout au plus et le vent tournera parce que la route tourne d'abord. Avec, eh bien, il est là, Plancart, le vainqueur de l'édition précédente dans ce premier groupe Plancart. Il y a également de nombreux coureurs de l'équipe Tulipe, vous le disiez tout à l'heure, Thierry. Et on va essayer de découvrir également ceux qui forment ce groupe. La caméra se promène, il y a quand même beaucoup de monde là, on le voit. Gilbert Duclos-Lassalle a repris une place un peu moins à l'avant, il est allé se protéger. Ah oui, ça va vite devant, ça va très très vite. Colotti. Et puis à noter la présence du dossard 168, Chiandri, Maximilien Chiandri, italien de la Carrera. Jean-Paul. Oui, l'écart qui était tout à l'heure de 2 minutes et 20 secondes est tombé maintenant à la sortie de Valenciennes à 1 minute 40 secondes. Oui. Accélération très nette, merci Jean-Paul pour ces précisions. Accélération très nette du peloton, alors que nous sommes là à 7 km environ de l'entrée dans la tranchée de Valère Sarambert, une tranchée somptueuse, la forêt d'Arambert, avec 2 km 400 qui sont généralement l'occasion pour la foule de faire une véritable haie d'honneur pour les coureurs de Paris-Roubaix. C'est toujours très difficile pour les caméras de s'y faufiler. Et cette fois-ci, on a mis les moyens avec un portique, alors que nous découvrirons tout à l'heure, pas tout à fait à l'heure, là notre ami Ardoisier, il a une quarantaine de secondes de trop. Pour votre information, sachez que sur le vélodrome de Roubaix, eh bien, Régis Forissier a mis en place une Luma, une caméra qui nous permettra de voir dans un angle très particulier et très intéressant l'arrivée de ce Paris-Roubaix. Mais nous n'en sommes pas encore là, il reste au moins 3 heures de course avec toujours dans ce groupe Gert Jacobs, avec ce groupe de tête. Ils sont toujours 11, semble-t-il. Curieux, Weidmuller, surveillé par Capio. Les 2-3 vedettes de ce groupe commencent à se regarder comme si l'arrivée était toute proche, mais c'est ils sont 10. Peut-être pour éviter toute surprise dans la traversée de Arambert. Jean-Paul, ils ne sont que 10 devant.
Écoutez, oui, il y a un coureur qui vient d'être lâché. Nous allons dans quelques instants nous porter à sa hauteur. Il me semble que c'est Nightboyer, je n'en sais rien, car je suis en train de faire un nouvel écart qui vous situera un petit peu juste avant la tranchée. Vous avez raison, Jean-Paul, c'est le plus important de connaître l'écart entre ce peloton qui fond là, vous le découvrez avec la moto numéro 2, qui fond sur les hommes de tête. Et une fois de plus, eh bien, c'est du côté de Valère Saint-Rambert que tout va se décanter. Alors qu'il était intéressant de suivre tout de même cette première passe d'armes. On découvre là les équipes ambitieuses dans ce Paris-Roubaix. Et ils sont quelques-uns à courir pour la victoire, même si on se relève, même si on commence à avoir une équipe un peu plus tactique. C'est peut-être Colotti là qui attaque sur la droite de la route. Et oui, c'est Jean-Claude. Alors de face comme ça, c'est pas toujours facile de les reconnaître. Alors le casque, pour la sécurité, on est pour, mais pour les commentaires, nous le sommes moins, il faut bien le reconnaître. Oui, le temps de vous dire qu'il s'agit là de Prado, Vicente Huergo Prado, mais que ce n'est pas un spécialiste des pavés. Jean-Paul à l'avant. Oui, tout à l'heure c'était Colotti, donc, et c'est Mayoulov qui, semble-t-il, a été lâché il y a quelques instants, ce groupe de tête. Il a des misères depuis le début de cette échappée, Mayoulov. Dès qu'il y a des pavés, on croirait qu'il est fâché avec. Pourtant, dans son pays, la plupart des grandes courses empruntaient des secteurs aussi mal pavés qu'ici. Oh, il y en a un qui sort en costaud, là, comme on dit dans le jargon cycliste. Il est impressionnant. Ses bras bien écartés. Oh oui, on sait qu'on s'approche de Valère Saint-Rambert, coureur de l'équipe RMO. Et ce coureur de l'équipe RMO, eh bien, c'est Ribeiro, Mauro Ribeiro, un Brésilien sur les pavés. C'est toujours étonnant, mais il est très à l'aise, Ribeiro, sur les pavés. Mauro Ribeiro de l'équipe RMO, qui a lancé le coup et ça réagit derrière. Oh que ça doit faire mal aux jambes. Avec un Casto qui est au fond là-bas, un Carrera ici devant. Ça fait des vagues. Ça tourne à la course individuelle, c'est assez curieux. Toujours plusieurs groupes, Thierry Blanco dans ce peloton. Oui, Patrick, en effet, un groupe, comme je vous le signalais tout à l'heure, emmené par Gilbert Duclos-Lassalle. On a vu également aux avant-postes se porter Martial Gaillan. Il y a, j'ai cru apercevoir dans ce groupe le champion du monde Rudy Lannens, suivre à 30 secondes un groupe dans lequel se trouve Greg Lemon. Et je suis en train d'attendre un petit peu pour voir ce que fait Laurent Fignon, et je vous rappelle. Merci Thierry, alors que devant on s'organise, Ribeiro a été rejoint ici par Taffi, Andrea Taffi de l'équipe Selle Italia. Immense Taffi qui donc porte secours à Ribeiro qui était bien seul à l'avant, mais ça rentre sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Z. C'est le quart d'heure de gloire des seconds plans là. Ah oui, il travaille pour les boss. Pas pour les boss, pour les patrons. Ça se regroupe à l'avant, la première bordure, si je puis dire, se regroupe. Si Laurent Fignon se trouve coincé dans un groupe qui passe en 3e position dans Valers, ça risque d'être difficile pour rentrer. Ou alors il va s'engager dans une grande poursuite. 1 minute et 10 secondes. Ah oui, c'est évident. Étienne Deville à l'image ici qui ferme la marche de ce groupe de 11 ou de 10 maintenant. Et vous avez raison, Jean-Paul, 1 minute 10 avec Capio qui semble résigné maintenant. Ça va être difficile pour eux. Peut-être passeront-ils Valère Saint-Rambert en tête, mais il ne restera pas grand-chose à la sortie. Nous arrivons près de Valers d'ailleurs. Nous allons passer au bris du Hainaut. Pourtant, on semble redémarrer dans le groupe là. Le nouvel écart a dû être communiqué. Et on semble s'organiser. Thierry à l'arrière. Et le vent est favorable à ce Oui, bah écoutez, Patrick, je suis en train de remonter sur le groupe. Je n'ai pas aperçu Laurent Fignon, mais il a sans doute dû passer dans un groupe dans le second. Car derrière, il me semblerait beaucoup trop attardé. Nous sommes à plus de 3 minutes avec le dernier groupe. Alors, vous faites votre petite enquête et vous nous tenez au courant, mon cher Thierry. De toute façon, nous rendrons l'antenne dès la fin de la tranchée de Valère Saint-Rambert pour pouvoir vous retrouver. Donc, 90 minutes après. 90 minutes, le temps d'un match de football avec Jacques Martin, mais qui fera des variétés, vous inquiétez pas, il ne va pas nous commenter un match de foot, Jacques. On le retrouve pendant 90 minutes et ensuite on vivra l'arrivée de ce Paris-Roubaix et bien plus que l'arrivée, puisqu'on passera encore 90 minutes avec les coureurs. Pour l'instant, c'est le groupe des 10 et derrière, c'est un peloton qui fond dessus, peloton qui s'éparpille complètement, mais avec des coureurs qui rentrent de l'arrière. Laurent Fignon pourrait bien être dans ces coureurs qui reviennent là. Il y a un joli bouchon devant pour avoir le courage de démarrer. On sait très bien qu'on est condamné vite fait. Régis nous propose l'écart. Oui, oh là là, il y a encore quand même pas mal. Hein.
il y a encore pas mal. Thierry, vous profitez de cette grande ligne droite pour nous trouver Laurent Fignon, Greg LeMond et les autres, pour faire le point sur les leaders, alors qu'avec l'hélicoptère, Régis Forissier nous a permis de nous rendre compte de l'écart qui séparait encore le groupe des échappés avec le peloton. Un écart assez confortable pour passer Valers peut-être. Manouilov a repris sa place. Voici qui pense qu'il remonte. Il revient de l'arrière et va se poster en 7e position. Thierry Blanco. Oui, Patrick, je suis en train de remonter sur ce groupe. Je n'aperçois toujours pas de Laurent Fignon. Alors ça m'inquiète un petit peu. J'ai sans doute dû au maître de le voir dans ce second groupe. Je remonte tout doucement vers le deuxième groupe qui, je vous le rappelle tout à l'heure, était intercalé à 40 secondes du groupe de tête. Merci de nous tenir au courant le plus vite possible pour que nous, avant de rendre l'antenne, nous sachions où sont positionnés ces leaders. On a vu les Rémo très bien placés en tête du peloton. Avec Ribeiro. Oui. Oui, Patrick. Je vous donne le dernier écart, donc à 4 km de Wallers. L'écart est de 1 minute tout rond. 1 minute donc, alors que ici, donc, je me retrouve devant le premier peloton avec, comme vous pouvez vous en apercevoir, la guerre de position qui a commencé depuis un bout de temps. Merci Jean-Paul. 1 minute. Nos amis du Hewlett-Packard nous donnaient 1 minute 10 il y a quelques instants. On voit que cet écart fond véritablement. Et cette image est révélatrice oui, de ce qui se passe dans ce pour les premiers des groupe de 11 du genre Capio ou Wettmuller, je pense qu'ils passeront la tranchée. C'est l'objectif qu'ils se sont fixés pour l'instant, afin d'être tranquilles et de n'être récupérés que par une cinquantaine d'hommes, alors qu'ils étaient 196 au départ. Car n'en doutez pas, l'élimination se fait par l'arrière. Et à la sortie de Valers, il y aura 40 hommes qui pourront gagner Paris-Roubaix. Mais lequel? Alors Capio et Wettmuller ont raison de continuer l'offensive. Alors que là, on a réduit l'allure à cause du vent sans doute et que l'arrivée sera peut-être bien tardive ce soir. On avait prévu 17h l'horaire moyen, mais on s'approchera peut-être des 17h15, 17h30 si le vent continue à être aussi défavorable. On retrouve peut-être... le temps de vivre. Oui, on a le temps et c'est pas tous les dimanches Paris-Roubaix, on va quand même en profiter. On retrouve le groupe des 11. On s'organise peut-être un peu mieux. C'est la trouille d'être rejoint par un peloton. Avec Dokonin qui a été l'un des principaux, des plus actifs de toute la course. Manioulov qui a récupéré d'une légère défaillance signalée tout à l'heure par Jean-Paul. Ce qui est impressionnant, Robert, et quand j'ai eu le plaisir de suivre quelques Paris-Roubaix en moto, avant d'avoir le plaisir de vous rejoindre sur cette tribune, ce qui est impressionnant, c'est le silence qui règne dans le peloton et la tension qui monte avant d'arriver sur Valers. On le sent arriver, il y a une chape qui se place sur ce peloton. Quand vous étiez coureur, quand vous étiez dans ce peloton, il devait y avoir une émotion très intense à ce moment-là. Oui, encore moi j'étais bavard, j'étais l'un des rares à parler, mais je retenais mon souffle de temps en temps. Non, Paris-Roubaix, c'est une course qui est tellement respectable qu'on conserve le silence devant. Autour de soi, on n'entretient pas. Et vous parliez de quoi dans Valence-Rambert? C'était jamais des bonnes nouvelles qu'on se donnait les uns les autres. Ça va, toi? Là, j'ai mal partout. On retrouve Jean-Paul à la tête du peloton. Oui, Patrick, tout simplement pour vous dire que le peloton, le premier peloton donc, est composé d'une cinquantaine d'hommes avec pratiquement tous les favoris. On vient d'apercevoir Fignon, Lemon qui se trouvait là, Duclos-Lassalle, De Wolf qui avait été victime d'une crevaison est également revenu. Donc vous avez pratiquement tous les favoris dans cette première partie du peloton composée d'une cinquantaine d'individus. Ah, il a l'œil, Polo. Il nous l'a trouvé, Laurent Fignon, dans le groupe de tête. Et finalement, Thierry avait raison de ne pas le voir à l'arrière. Dans le deuxième groupe, c'est tout simplement parce qu'il est rentré dans le premier. Voilà donc une information que nous voulions vous donner avant de vous quitter après la traversée de Valers. Donc Jean-Paul vient de nous le préciser. Tous les favoris dans ce groupe, non pas dans ce groupe des 11, attention, mais dans le groupe d'une cinquantaine d'hommes qui va aborder dans quelques instants ce la première sentence. L'enfer du Nord. On n'aime pas trop ce terme, mais du côté de Valers, c'est vrai que c'est assez effrayant ce qui peut se passer dans ces routes bien sauvegardées pour Paris-Roubaix, pour votre plaisir et pour le nôtre. Chaque soir, vous êtes des millions à manifester votre soutien au personnel soignant.
Ensemble, donnons à ceux qui en ont besoin les moyens d'agir contre l'épidémie. Pour soutenir les soignants et les chercheurs, pour aider les personnes vulnérables, faites un don sur fondationdefrance.org. Tous unis contre le virus. Avec la Fondation de France, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, l'Institut Pasteur et de nombreux acteurs engagés sur le terrain. Eurosport Fitness Club. Dès mardi, retrouvez votre coach Samuel Rousseau pour une séance de fitness tonique à domicile. Entretenez votre forme sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Retrouvez Paris-Roubaix sur Eurosport avec Zwift, application d'entraînement. Zwift, fun is fast. J'envie Jean-Paul de pouvoir se poster avec sa moto à la sortie de la tranchée, juste quand le dernier pavé laisse la place à un splendide macadam où les coureurs se relancent pour organiser les premières bordures. Là, les regarder tous de si près, comme va pouvoir le faire Jean-Paul, c'est un plaisir, c'est un régal. Et les coureurs, certains qui ne sont pas rancuniers, souriront à Jean-Paul. Il a toutes les chances. Jean-Paul qui nous fera donc un point précis à la sortie de Valers pour nous dire ceux qui ont souffert et ceux qui ont connu quelques problèmes dans cette tranchée. Mais avec le temps sec, ça risque de bien passer cette fois-ci. On va le suivre en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Et je vous rappelle que dès la fin de cette traversée de Valers-Saint-Rambert, nous nous quitterons pour 90 minutes et nous nous retrouverons pour vivre le final. Encore 1h30 de vélo au moins après l'émission de Jacques Martin. On va rentrer. Regardez toutes les voitures là, toutes les voitures garées. Tous ces gens-là sont dans la tranchée. Oui, ils n'ont pas eu droit d'accès avec les voitures dans la tranchée. Le sprint. Il doit y avoir du monde. Hein. Comme d'habitude, comme chaque année, il y a déjà du monde ici. Voilà. C'est parti. Pour certains, un petit pincement au cœur. Pour d'autres, un signe de croix. Tout ça dépend en quoi on croit. Regardez cette tranchée, ce bois de cette forêt d'Arambert, comme on l'appelle ici. Avec des coureurs qui ont eu la sagesse de se mettre en file indienne. Même si Capio, lui, se décale un peu sur le côté droit. Ouf. Imaginez la poussière que vous prenez dans les yeux. De Coninck, oui. Hors d'œuvre et plein de résistance, tout est compris. Et la foule, regardez le monde qu'il y a déjà dès l'entrée dans Valers. Voilà, le plan qu'on attend chaque année. Permettez-nous de le goûter. On va vous laisser d'ailleurs le goûter un instant en silence, hein, parce que le commentaire, parfois, ça saoule un petit peu. J'essaie de vous donner un maximum d'infos. Regardez Valers-Saint-Rambert comme c'est beau. Ne cherchez pas à régler votre téléviseur, exceptionnellement. Nous ne sommes pas trop bavards, mais c'est vrai que c'est tellement beau. On se rend compte de la vitesse avec ce plan. Oh. De Koning n'a pas quitté la dernière place. C'est Bernard David donc qui nous propose ces images de la traversée de Valers. Et le peloton est déjà là. On va assister à un regroupement à la sortie de Valers-Saint-Rambert. Que ça va vite, que ça va vite. Et ça passe près des caméras. Oh là là là. Ouh là là, qu'il est passé près celui-ci. Il a coupé à travers les bois là, non? Et on recommence avec ce plan de face avec une caméra merveilleusement bien placée. Regardez la poussière qu'il peut y avoir. Oh là là, ils sortent. Donc c'est où? C'est superbe. Ah, c'est du grand spectacle. Ceux-là ne reverront peut-être jamais la tête.
Ce sont des images de notre monde. C'est vrai que ceux qui n'aiment pas Paris-Roubaix ou pas ceux. On vous garantit que c'est de la poussière. Hein. Les coureurs disent que c'est parfois une loterie. C'est vrai qu'on comprend que dans ces conditions très difficiles, il y a parfois des accidents, des crevaisons qui vous éliminent complètement. Robert disait tout à l'heure qu'on pouvait perdre. Regardez ces coureurs sur la gauche là-bas. On les découvre, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. On les devine à peine. C'est vrai qu'il y a des voitures, c'est vrai qu'il y a des motos, mais il faut bien vous informer. Regardez les coureurs au centre de votre écran. Ouais. Avec peu d'espoir de gagner Paris-Roubaix maintenant. Hein. Déjà 3 minutes que les 11 sont passés. Premier peloton de chasse. Jean-Paul, des nouvelles de la manière de passer ces pavés pour les leaders? Jean-Paul? Oui, Patrick, écoutez, le peloton de chasse est sur les pilons des hommes de tête. Oui. La tranchée. On est là à la sortie de la tranchée avec les hommes de tête, en effet. Et le peloton semble rentrer, le voilà. En effet, le peloton rentre à quelques dizaines de mètres seulement des hommes de tête. Voilà, comme quoi. Et ça a l'air de passer sans encombre pour la plupart d'entre eux. On s'est surtout intéressé au côté esthétique de ces images, puisqu'il n'y avait pas d'actualité première, il n'y avait pas de leader devant ou derrière. Chacun était bien en position. On s'est intéressé à la beauté du site surtout. Et tout le monde passe sans encombre. Thierry Blanco à l'arrière, est-ce qu'il y a des dégâts? Eh bien oui, écoutez, pour Gilles de Lyon qui a été licencié dans cette tranchée d'Anvers où le passage c'est absolument incroyable, toute cette poussière, tout ce public qui presse les coureurs. Laurent Fignon est un petit peu, lui aussi, je vous le disais tout à l'heure, en difficulté, mais il est en difficulté car il a chuté dans le secteur pavé précédent. Laurent Fignon, il a eu beaucoup de mal à revenir dans ce paquet et Cyril Guimard me disait qu'il va avoir beaucoup de mal à se replacer maintenant à l'avant de ce peloton. Voilà pour les principales informations à la tranchée d'Anvers. Merci, moto 1 avec le groupe de tête. Mais si cette moto se retourne, je pense qu'elle va pouvoir découvrir le peloton qui va rentrer, cette fois-ci à l'hélico. Regardez, devant ce peloton, là c'est le groupe des 11, on a eu un petit décrochage de l'hélico. À mon avis, derrière c'est tout près, c'est près de rentrer. Jean-Paul, vous confirmez? Je vous confirme effectivement que le peloton se trouve à 150 mètres du groupe de tête. Le groupe de tête qui avait perdu Magnulov et le Suisse Weckmuller et qui a récupéré Verhoeven. Mais le peloton est maintenant à 100 mètres, 150 mètres. Il est là, on le voit de l'hélico, il est là. Mais un gros peloton, mais ils ne sont pas tous là. Hein. Parmi les premiers du peloton, donc en plein boom actuellement, Jalabert. Hein. Eh bien Robert, Jean-Paul et Thierry, à moins que vous ayez une information importante à nous signaler. Alors qu'il y a là des attardés. Les derniers qui mordent la poussière, c'est l'expression totale. On va les regarder totale. aussi, ils le méritent. Alors ceux-là, on peut dire qu'ils ne gagneront pas Paris-Roubaix. Et le public qui est massé dans la tranchée de Valère-Saint-Rambert a le plaisir de voir des coureurs assez longtemps. On retrouve le groupe des 11 qui ne s'organise pas très bien. Vous voyez, on est en train de se regarder là. Et dans quelques instants, oui, tout le monde se retourne. Dans quelques instants, le peloton va rentrer. On dirait qu'ils ont fait l'essentiel. Voilà, exactement, c'est vrai Robert. Ils ont fait l'essentiel, ils ont passé Valère en tête. Ensuite, eh bien, après Valère-Saint-Rambert, ils vont aller sur Ornain, Vendémy-Amage. Et puis nous, on les retrouvera du côté, j'espère, de Atish Vatissar tout à l'heure. Et j'espère que Jean Crinon ne fait pas trop la grimace en m'entendant prononcer les noms des localités du Nord. Voilà, le peloton va se regrouper après la sortie de Valère-Saint-Rambert. Tout va se jouer maintenant dans 10, 30, 40, 50, 60 km peut-être. Nous vous retrouverons en tout cas. Dernière information, Jean-Paul. Oui, dernière information avec le gros peloton. Il y a là donc quelques-uns des principaux favoris. Je viens d'apercevoir du coup la salle. Il y a également Danen qui se trouve là. Nous allons passer sur la droite. Il y a le petit Lupio qui se trouve là aussi. Vous voyez donc les principaux favoris restent là. Et tout va donc se retrouver dans quelques instants. À peu près encore 200 mètres d'écart. Vous voyez, Greg Lemon, je l'aperçois. J'aperçois Greg Lemon alors que c'est Louvio qui effectue l'essentiel du travail en tête et que Jalabert se trouve là avec nous aussi. Merci. À l'arrière maintenant, Thierry Blanco, un troisième groupe. Je reprends 7 hommes en tête dont je vous ai donné la composition. En deuxième position, le groupe dont vient de vous parler Jean-Paul Olivier à 25 secondes avec Bauer, Duclos, Bontempi, Van Der Poel, Talen, Declercq, Van Persie et les autres.
derrière un troisième groupe, Thierry Blanco. Absolument, avec Laurent Fignon en tête de ce troisième groupe. Laurent Fignon qui a accompli un travail extraordinaire pour revenir sur la tête de la course. Il a avec lui Philippe Louviot, Greg Lemon, Rudy Danens qui a crevé une nouvelle fois mais qui a réussi à réintégrer ce troisième groupe, dont sont exclus des sprinteurs comme Étienne De Wilde, ou Dirk De Vrij qui ont crevé. Robert Chapat, encore 6 secteurs pavés, plus de 40 km, 3 groupes. La course a explosé, mais la course n'est pas jouée. Au contraire, elle se resserre actuellement, regardez bien, alors que Fignon n'apparaît pas à l'écran, mais il n'est pas loin non plus à 200 mètres. Et on l'a vu accomplir des efforts admirables en tête de ce peloton, dans lequel figuraient aussi Lemon, Vermote, Moncassin, Louviot. C'est ce qu'on appelle le groupe Fignon. Je fais une remarque immédiatement parce que c'est important sur la fin de course, c'est qu'en tête, on compte 2 hommes de la même formation, Van Hooijdonk que vous avez évoqué tout à l'heure, et Sergent, l'homme en grande condition, paraît-il, dans tous les pelotons des courses auxquelles il participe. Jean-Paul, ça sent le regroupement, tout ça. En effet, Robert le soulignait, dans cette longue ligne droite, alors qu'on reconnaît que là, Louviot avec Lemon qui n'est pas loin, dans cette grande ligne droite de pavé du secteur numéro 7, le regroupement pourrait s'effectuer entre le 2e et le 3e groupe. Oui, tout à fait, tout à fait. Il me semble apercevoir dans le groupe de poursuivants Marc Madiot, ici, et il y a également Jalabert. Mais vous savez, je suis sur ce boyau, il m'est difficile d'apercevoir quelque chose. Et de toute façon, le regroupement va s'effectuer. Et à la fin de cette portion pavée, je vous apporte toutes les précisions. Robert, lorsque nous avons repéré ce matin ces secteurs pavés, nous avons pris des notes sur chacun de ces secteurs. Alors que vous reconnaissez ici Jean-Marie Van Perse, ancien vainqueur de l'épreuve. La note que nous avons prise, la première, c'est vent de face. Vent de face dans les secteurs les plus plats, c'est-à-dire comme ici. C'est exactement là qu'il faut rappeler que le vent souffle de force et de face. Et un homme comme UCE qui essaie de revenir de l'arrière, qui vient de planter sur place 3 ou 4 bons hommes, n'arrive pas à combler quand même les 20 mètres qui lui manquent. Et d'autres aussi comme Van Perse que vous avez cité. Mais la performance est étonnante de Jalabert, de Fignon, de Moncassin, de se retrouver là encore en pleine bagarre. Tandis que Peiper, je ne pense pas que ce soit lui, vient de descendre le pied à terre. Ça peut être Van Der Poel. C'était le dernier représentant de cette formation. Pete Bauer est là, Robert, dans un style particulier, très à l'aise. 2e l'an passé pour un petit millimètre face au vainqueur donc, de l'an passé, dont on a lu une interview passionnante dans l'équipe hier. Bauer qui, lui, est bien placé dans ce groupe de contre-attaque. Il est prudent. À mon avis, devrait rentrer. Il est prudent, Bauer. Il ne tient pas à renouveler les efforts de l'an passé qui lui ont coûté d'être battu au sprint par Plancard, lequel est peut-être plus rapide que lui, mais on le sait. À l'arrivée à Roubaix, c'est surtout le plus fort qui gagne entre les sprinters. Et là, aujourd'hui, Bauer, qu'on aperçoit à 10 mètres, regarde bien où il roule, où il met les boyaux. Il n'a pas envie d'être victime d'une crevaison et court tactiquement d'une façon parfaite. On a vu Talen, on a vu Bauer. C'est donc que le groupe que nous signalions tout à l'heure, c'est Jean-Paul Olivier qui nous en parlait tout à l'heure. Ce groupe avec Gilbert Duclos-Lassalle semble revenir très fort sur la tête. À mon avis, ce groupe a même dû rentrer sur Ballerini, Sergent, Colotti, Peiper, Bowman, Van Hooijdonk et Plancard. Oui, voilà en effet, puisqu'on voit Ballerini. La situation nouvelle maintenant. Les hommes de tête, Ballerini, Sergent, Colotti, Peiper, Bowman, Van Hooijdonk et Plancard. On voit ici Colotti qui marche très bien comme Van Hooijdonk. Ce groupe a été repris par le premier groupe de poursuivants. Donc Bauer, Duclos, Bontempi, Van Der Poel, Talen, De Klerk et Van Perse. Et derrière, il y a un groupe de poursuivants dans lequel on a reconnu Fignon, Lemon, Louviot ou Danens. Jean-Paul, vous allez nous confirmer tout ça, je pense. Oui, il y a quelques instants, Peiper a été victime d'une crevaison. C'était Peiper. Donc l'un des favoris, Peiper, donc, est en train d'essayer de revenir. Et il est maintenant, il revient d'ailleurs très fort, hein, il est à environ 200 mètres. Donc il faut éliminer également du groupe de tête De Klerk qui a été lâché, mais lâché lui à la régulière. Alors maintenant que nous venons de passer ce secteur pavé, nous allons pouvoir tout doucement nous rapprocher. Pas tout doucement, façon de parler bien sûr, très vite des hommes de tête et vous faire un petit point, un autre point de la situation. Alors Jean-Paul, vous allez pouvoir le faire car il y a une petite cassure en tête alors que je crois reconnaître là Olaf Ludwig, l'Allemand de l'Est. Oui, c'est bien Olaf Ludwig, vainqueur d'étape sur le Tour de France cette année de l'équipe Panasonic. Van Hooijdonk de l'équipe Buchler de Jan Raas est dans sa roue. Et là, c'est donc le regroupement en tête avec des garçons qui se nourrissent tout simplement. C'est une chose importante alors qu'il y a une attaque dans ce groupe de tête. On sent que la course pourrait basculer, mais on ne les laisse pas partir comme ça. Et c'est Colotti qui fait l'effort en 3e position.
pour rentrer sur cette tentative d'échapper. C'est le moment d'être très très vigilant, Robert. Oui, et Van Hooydonk est en train de donner une leçon là. Il court exactement comme il a disputé le Tour des Flandres, sans répliquer à tous les démarrages, mais en se contentant d'activer son allure au fur et à mesure, progressivement. Ça n'est pas un homme incisif à coups de rein, mais seulement quand il est parti dimanche dernier dans la dernière côte, on s'est aperçu qu'il avait du jus. Elle est importante l'image qu'on vient de voir. Rudy Danens, le champion du monde, qui emmène un groupe de 6 hommes parmi lesquels Laurent Fignon, vous l'avez reconnu bien entendu. Rudy Danens, la renaissance ici en deuxième position dans la roue de Haguedoren, Paul Haguedoren, le coureur de l'équipe, nouvelle équipe belge SEFB. Paul Haguedoren, Danens, Fignon donc, qui sont lancés à la poursuite du groupe de tête. Et Jean-Paul Olivier, dans quelques instants, nous fera un point plus complet sur la situation, même si je puis vous dire qu'il y a à l'avant, alors que c'est Michel Vermotte qu'on reconnaît ici, il y a à l'avant donc Ballerini, Sergent, Colotti, Paper, Bomans, Van Hooydonk, Eddy Planckaert, Steve Bauer, Gilbert Duclos-Lassalle, Jean-Marie Van Persie que vous avez vu ici, Guido Bontempi sans doute, Van Der Poel également, Talen et Olaf Ludwig qu'on reconnaissait tout à l'heure, le coureur le coureur allemand avec son maillot Panasonic. Vous ne trouvez pas justement à propos de Panasonic que ça fait beaucoup si la course leur échappe pour le moment à 35 km environ de l'arrivée, alors qu'ils sont 5 dans un groupe de tête qui certes reprend des éléments au fur et à mesure de la course, mais pas à cette allure imposée par Planckaert, le vainqueur de l'an dernier. Donc les Panasonic sont bien partis pour l'instant, répétons-le, car à mon avis une vingtaine de coureurs peuvent encore gagner Paris-Roubaix. On parlait de l'ancienne Allemagne de l'Est, on croit avoir reconnu également Uwe Raab dans ce groupe, alors que Philippe Casado est là également. Uwe Raab, Ludwig, Casado, et alors qu'il y a eu une cassure là, la moto nous montre qu'il y a une échappée devant et que Eddy Planckaert serait piégé par ce démarrage. Danens revient comme un avion. Oui, Jean-Paul, une situation. Je voulais simplement vous dire que Paper et Declercq sont en train d'entrer dans le groupe de Jalabert. Et ce qu'il faut noter, c'est que Planckaert a été victime d'une crevaison. C'est pour ça que nous l'avons vu à l'arrière. Voilà. Planckaert, en fait, était à l'arrière, nous venons de le découvrir. Il est derrière Fignon, derrière Danens, emmené par la locomotive Hendrik Rodan. Mais regardez la puissance, vous connaissez très bien ça, Fignon. c'est le grand Fignon. Quand il a les coudes comme ça, qui forment un angle presque à 90 degrés, complètement immobile, et qu'on sent sa puissance de rein s'exprimer ainsi, c'est que c'est du grand Fignon. Et il était victime de plusieurs crevaisons, moins nous disait Thierry Blanco tout à l'heure que Gaillan. Mais ce n'est pas un concours à faire entre les Français. Les Belges aussi ne sont pas épargnés, ou les Hollandais, et personne n'est épargné. Mais Fignon, à chaque fois, est reparti non seulement avec courage, mais avec un brio qu'on ne lui soupçonnait plus. Alors on va essayer de s'intéresser à ce groupe de tête et notamment à Jean-Claude Colotti. Vous savez qu'on a notre petite habitude et tradition de nos petits bonbons, nos petites interviews. On ne va pas en faire trop aujourd'hui alors qu'on rentre dans la secteur numéro 6 car l'actualité prime. Mais j'aimerais quand même, alors qu'on le découvre ici, vous faire écouter Jean-Claude Colotti à qui on demandait hier s'il était seulement un équipier de De Wolf, le voici Colotti, ou s'il était là pour lui-même également. On écoute Jean-Claude. Alors on va discuter, mais on part au départ avec Francis et dire qu'on a un pied d'égalité, peut-être dire qu'un peu mieux parce qu'il est peut-être dans une meilleure forme, mais dans le final on discutera et ça sera le meilleur. Si on arrive ensemble, je pense que Dirk m'emmènera le sprint. Ça vous ferait plaisir d'arriver au sprint là-bas? Oui, et j'aimerais bien gagner. Hein. Gagner Paris-Roubaix pour moi c'est la plus belle course. Et pour moi, ce serait faire une belle carrière que de gagner une classique. Comment vous y êtes préparé à cette classique? On s'y est préparé à la façon de Vlaminck, disons moins corsé que Dirk De Wolf parce qu'il a peut-être plus de capacité que nous, on ne sait pas. Nous, on récupère un peu moins bien que lui, mais disons qu'on a fait une belle préparation et on le dévoilera qu'après Paris-Roubaix une fois qu'on l'aura gagné. Ah oui, parce que De Vlaminck, il a dû vous transmettre des petits secrets, non? Parce que lui, c'est le spécialiste. Oui, il y a des petits secrets, mais entre lui et nous, il y a quand même la classe en moins et on va essayer de pallier cette classe par une victoire. Quelle belle humilité de la part de Jean-Claude Colotti. Vous aurez remarqué les questions éclairées de notre ami Dominique Leglou qui vous présentera un magazine dans Stade 2 tout à l'heure aux alentours de 19h. Stade 2 débutant aux alentours de 18h20. Voilà, Ballerini on l'a vu en tête, on a vu Colotti également pendant son interview. Il menait comme s'il savait qu'on était en train de parler de lui. Alors que là on se retrouve avec le groupe des poursuivants et toujours le même, Paul Haguedoren, qui semble tirer des coups droits. Oui. Oui. Regardez Laurent Fignon toujours bien en ligne. Si Laurent Fignon rentre, il y aura un beau coup à jouer.
Ceux qui produisent la plus forte impression actuellement sont donc Fignon, un peu en retrait par rapport aux trois autres que je m'apprête à citer, c'est-à-dire Van Hooijdonk, Planckaert et Van der Poel. Alors Planckaert, lui, crevaison est maintenant derrière. Jean-Paul, vous me le confirmez? Oui. Jean-Paul, Eddy Planckaert est derrière Fignon. Pas apparemment, non. Eddy Planckaert est en train de chasser juste derrière, oui. Mais il ne serait pas derrière Fignon. Mais vous savez, en ce moment, les portions pavées sont en train de se succéder et nous n'avons pas une très grosse liberté de manœuvre. Alors Fignon engage la numéro 6 et Eddy Planckaert donc a crevé, il n'est plus devant. Est-ce qu'il est intercalé entre Fignon et le groupe de tête? Sans doute, ou un peu plus à l'arrière, on ne sait pas. On le saura dans quelques instants sans doute. Alors qu'il y a une chute là sur le vélodrome, il y a une épreuve d'attente d'amateur, il y a une chute mais sans gravité. On revient avec Jean-Claude Colletti en tête. Jean-Claude Colletti qui se relève pour s'alimenter. Toujours ce groupe de tête donc parmi lequel on reconnaît des garçons comme Ballerini, comme Sergent. Vous voyez Van Hooijdonk là au centre de votre écran. Vous voyez également Olaf Ludwig, Duclos-Lassalle qui est à gauche ici de l'écran. Et puis on reconnaît Bomans. Bomans toujours là depuis 1 heure de course environ. Bontempi également semble-t-il. Van der Poel est toujours là. Talen. Ça fait du beau monde devant alors que Colletti est maintenant là en bas de votre écran au centre avec Van Hooijdonk à ses côtés et Ballerini qui est avec son maillot jaune d'El Tongo, l'Italien qui nous a fait une sacrée impression lors du Tour des Flandres. Mais il a peut-être tort en cette occasion de répéter les efforts comme il le fait parce qu'il finit par s'asphyxier lui-même étant donné qu'il est l'un des plus costauds de la course. Regardez le monde qu'il y a. Le public sur Paris-Roubaix, c'est magique. C'est la grande sortie dans le Nord que d'aller voir passer les coureurs de Paris-Roubaix. Ouh là là, que c'est difficile, regardez. Cette portion pavée avec de l'herbe, on n'y passe pas très souvent. Dieu merci, il n'a pas plu aujourd'hui. Sinon, on se demande comment les coureurs pourraient tenir. Et on chasse toujours pour rentrer sur ce groupe de tête. Jean-Paul, quand vous le pourrez, on fera le point donc alors qu'Aguedoren est ici. Vous allez savoir, Patrick, car je suis à la sortie de la zone pavée numéro 6 et dans un instant je fais le point. Voilà. Merci. Sortie de la zone pavée numéro 6. Eh bien, ça veut dire que nous sommes à 41 km de l'arrivée. Alors, il y a un homme qu'on voit également beaucoup dans ce groupe de tête, alors qu'on suit la Aguedoren qui est une véritable moto entre les deux groupes. C'est Gilbert Duclos-Lassalle. Duclos-Lassalle, on ne peut pas suivre Paris-Roubaix sans parler de lui, car comme lui a demandé Dominique Leglou, entre lui et Paris-Roubaix, c'est une véritable histoire d'amour. Toujours là, toujours amoureux, et ça ne sera pas encore la dernière année, je reviendrai l'année prochaine. Cette année, j'espère que ce sera la bonne, comme toujours, mais si c'est pas la bonne, je reviendrai encore. Vous allez revenir jusqu'à quel âge comme ça? Je ne sais pas, je n'ai pas défini quand c'est que j'arrêterai. Tant que j'ai envie de faire mon métier, de faire les préparations qu'il faut pour réussir ce métier, je le ferai. Mais comment on fait à votre âge pour continuer à avoir envie d'en chier comme ça, l'entraînement et tout, d'aller jusqu'au bout? C'est ce Paris-Roubaix qui vous motiverait? Vous aimeriez bien l'avoir comme tous les coureurs d'ailleurs? Ouais, comme tous les coureurs qui prennent le départ de cette course, on veut tous l'épingler au palmarès. Mais c'est surtout l'envie de faire bien son métier et de bien se préparer pour une course comme Paris-Roubaix. Puis vous êtes passé souvent à un rien, je dirais. Un petit rien, on est passé tout près, mais j'espère que cette année j'ai mis encore tous les atouts de mon côté pour éviter ce petit rien qui m'a invité la victoire. Gilbert Duclos-Lassalle qui était en tête du groupe, c'est étonnant. Tout à l'heure on avait Colletti, il était en tête du groupe. Et là, enfin, vous leur dites à quelle heure vous voulez passer à l'antenne. C'était étonnant. C'est leur façon de remercier, c'était agréable. On se retrouve avec le groupe de tête. Steve Boer. Quelle prudence chez Boer. Attention à lui sur les 5 ou 6 derniers kilomètres. C'est un des meilleurs finisseurs de tous les pelotons qu'on ait vus. Et lui, le gendre, Adrie Van der Poel de dos. Bien souvent deuxième comme son beau-père Poulidor, notamment au championnat du monde de cyclocross. Steve Boer donc bien placé. À ses côtés ici, on retrouve Verhoeven, Nico Verhoeven de l'équipe PDM. Jean-Paul, un point. Oui, eh bien écoutez, vous avez vu passer tout à l'heure à Aguedoren, eh bien Fignon est pointé à moins de 30 secondes. Il effectue un travail absolument remarquable, en compagnie notamment de Danens, de Vermote et de Redon, pour revenir donc dans le groupe de tête. Ensuite, nous avions immédiatement derrière
Plancart et Naidam. Mais Plancart et Naidam s'étaient pratiquement relevés et attendaient donc les poursuivants. Et oui, voilà la situation. L'info que nous donnions tout à l'heure était bonne, donc c'était bien derrière Fignon que se trouvait Plancart. Fignon que l'on retrouve à l'écran ici, avec dans sa roue Rudy Danens, Vermotte, Michel Vermotte le Belge et Redan. Fignon qui fait un très très gros travail pour boucher le trou sur Aguedoren qui est devant. L'intérêt sera de savoir bientôt, Jean-Paul, quand vous le pourrez, dans ces conditions difficiles, on comprend bien, de connaître l'écart qui subsiste entre le groupe qu'on va appeler Ballerini avec Ludwig, Van Persie, Bontempi, Duclos, Bauer et les autres. Et Laurent Fignon donc, qui ne laisse à personne le soin de mener ici, à moins que Régis Forestier puisse nous proposer un écart avec 18 secondes, nous dit-on seulement, d'écart entre ce groupe de tête et Laurent Fignon qu'on va peut-être apercevoir donc sur un plan large d'hélicoptère. Oui, Jean-Paul. 12 secondes exactement. 12. Ça veut dire que Laurent Fignon va rentrer avec Rudy Danens. Il va rentrer sur le groupe de tête qui coupe un peu son allure ici, dans ce virage à droite, et qu'on va se retrouver avec du très 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 beau monde en tête. Ils seront 25 environ, et c'est parmi eux qu'on trouvera le vainqueur de ce Paris-Roubaix, alors qu'il y a là une attaque en tête des échappés, un homme suivi de deux autres qui contrent. Et Bouman, c'est une nouvelle fois qui se charge de la poursuite. Joli retour spectaculaire en tout cas de Danens, le champion du monde qui jusqu'ici n'avait pas fait grand chose cette saison. C'est vrai que Danens était même très inquiet, il avait perdu le moral, alors qu'on voit là que Fignon en effet va rentrer sans trop de problèmes sur ce groupe sans doute. Eh bien Danens lui se trouvait maudit et il était au fond du trou comme on dit moralement, mais il est en train de se refaire une santé et ce Paris-Roubaix pour lui était capital. Il voulait prouver qu'il était digne de ce maillot de champion du monde. Et ma foi, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors qu'on reconnaît ici De Klerk qui avait été un peu lâché tout à l'heure. Jean-Marie Van Persie est là également. Avec Alan Paper, victime d'une crevaison tout à l'heure, mais qui semble être bien rentré. Colotti est là. Et on retrouve Carlo Bomans, attention à lui également, très beau finisseur. Patrick Sen. Oui Jean-Paul, je vous écoute. La jonction est en train de s'effectuer sous vos yeux. Et cette jonction, on la doit essentiellement et uniquement à Laurent Fignon, qui est ici devant Vermotte. Il y a également Danens et Redan et un autre coureur de la formation PDM. Et donc la jonction s'effectue maintenant et donc c'est grâce à Laurent Fignon. On a vu ça en image en effet, Laurent Fignon ici qui est encore en tête de ce groupe. Il n'aura pas laissé le soin à Danens, à Vermotte, à Redan de mener. C'est Laurent Fignon tout seul qui va provoquer la jonction. Et quand on connaît Laurent et sa science de la course, Robert, ça veut dire qu'il est très 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 fort. Oui, et pourtant son retour, il ne le doit pas aux hommes de Muséeux, Declercq et Redan, qui sont chargés maintenant d'attaquer sans arrêt pour harceler les véritables sprinters qui peuvent battre Muséeux au sprint. Thierry Blanco, des nouvelles de l'arrière. Oui, Patrick, pour vous signaler que Eddie Plancart en compagnie de Yel Nedam se trouve à 30 secondes de ce groupe de tête où la jonction vient de s'effectuer et suivent à 47 secondes donc du peloton de tête le groupe Lemon. Intéressant de savoir que Lemon n'est pas si loin non plus. Regroupement donc en tête, c'est le moment de contrer Robert, on devrait assister à des attaques. On se regarde là mais ça devrait fuser. Il faut déjà regarder de l'autre côté de la route où sont ses équipiers pour les sprinters. Alors les Panasonic sont dangereux à ce jeu-là et je le répète, les hommes de l'auto pour le sprinter et Muséeux. Jean-Paul. Oui, eh bien écoutez, nous annoncions cette jonction. En effet, Laurent Fignon n'avait plus que 10 mètres de retard. Laurent Fignon et son groupe. Mais il semble qu'ils aient beaucoup plus de difficultés et qu'à rejoindre donc la tête. Mais il y a un ralentissement donc à l'avant, ce qui va être quand même chose faite dans quelques instants. Et Laurent Fignon a cédé le relais donc à Danens et à Vermotte, pardon. Au moment où vous parliez de ce ralentissement, Jean-Paul, il y avait une coup de cassure en effet. Et deux coureurs ont profité de cette cassure pour accélérer. Mais Laurent Fignon là est à, je sais pas, 10 mètres. Il est rentré Laurent là, c'est fini. Avec Michel Vermotte dans sa roue là. C'est fait, Laurent Fignon est rentré. Voilà, il reste 3 mètres. On va quand même pas... Regardez, il est rentré là, c'est fait. Oui, lorsqu'il a repris le relais, le groupe a pu rejoindre. Voilà, c'est fait. Alors donc un groupe de tête avec du beau monde. On va faire le point tout à l'heure sur l'identité exacte de tous ces garçons, alors que Laurent Fignon est en train de boucher le trou. Mais avant d'arriver dans le final de ce Paris-Roubaix et les 30 derniers kilomètres qui vont être vécus sur un rythme haletant, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter Laurent Fignon, car on l'a interrogé également. Et histoire de lui demander justement, Fignon qui n'était pas dans une très très grande forme ces derniers jours, le voici Laurent. Alors Laurent Fignon, n'était-il pas en train de nous préparer une petite surprise?
Non, je sais pas, non. Qu'est-ce que vous voyez qui va être une surprise? Que je gagne, ça serait une surprise pour vous? Voilà. Ah bon? Ah, une bonne surprise. Bah, j'aimerais bien, oui. J'ai tout fait pour, mais les impondérables de la course, on les connaît et il faudra faire avec, une fois de plus. Est-ce que vos ennuis du début là, de saison ne vous ont pas un petit peu perturbé mentalement, psychologiquement? Mais j'ai pas eu d'ennui cette saison. Simplement, je crois qu'il faut prendre en considération que l'année dernière, j'ai eu 3 mois de saison en moins. Donc autant de courses en moins, des kilomètres en moins, et ça se rattrape pas comme ça. J'ai pas eu de problème cette année encore. J'ai pas été malade, je n'ai rien eu du tout. Simplement, j'ai accumulé beaucoup plus d'efforts, peut-être un peu que les autres années, et ça s'est payé un petit moment, à un moment de l'international. Mais il n'y a rien de grave, la forme revient, et peut-être un peu tard, mais bon, elle revient. C'est le principal. Elle revient, ça veut dire que vous pouvez finalement être au top demain? Je peux être au top, je peux être un peu moins bien, je peux être mauvais. On peut être tout ça un jour sur une course d'un jour. Je ne sais pas vraiment. Ce sera l'incertitude. Vous aimez ce Paris-Roubaix? Bien sûr, sinon je ne serais pas là. Il aime le Paris-Roubaix, tous les coureurs l'aiment. Et c'est vrai qu'ils n'osent pas se plier les coureurs quand on les interroge sur Paris-Roubaix, comme l'a fait la Dominique Leglou, parce qu'on se dit toujours qu'il peut arriver tellement de choses qu'on n'ose pas trop se faire des illusions. Avec un champion du monde qui était un peu rondouillard, semble-t-il. Oui, Danen, s'il a encore quelques kilos à perdre, ça ne nous surprend pas de savoir qu'il n'occupait pas les bonnes places dans les derniers résultats. N'empêche qu'il est là dans les 25 qui occupent les premières places de Paris-Roubaix. Ils sont 25 dans le groupe de tête, contrôlés par les hommes de Lotto et de Panasonic. Impressionnante d'ailleurs la formation Panasonic. Ce Danens qui porte le maillot de champion du monde, ne l'oubliez pas, en fait partie. Ils ont peut-être perdu momentanément Plancart. Il reste Ludwig, Sergent et Van Persie. Exactement, très forte représentation, alors que Laurent Fignon, lui, est peut-être un peu isolé. Alors qu'on a reconnu Jalabert également dans ce groupe tout à l'heure. Il ne faudrait pas l'oublier, Jalabert. C'est vraiment la grande révélation de ce début de saison, avec l'éternel Gilbert Duclos-Lassalle. Vous voyez que les Français sont pas si mal que ça. Colotti, Duclos, Jalabert, Fignon. Une belle représentation, mais on vous proposera en détail la composition de ce groupe dans quelques instants. Je vous l'ai dit, les Lottos vont attaquer ou contre-attaquer. Là, ils sont à la poursuite de Tom Cordes de PDM. Cordes qu'on voit pour la première fois à l'attaque d'ailleurs. Oui, le néerlandais. Alors on est en train de pointer l'identité de chacun de ces coureurs. Ballerini ici. Un ton en dessous par rapport à tout à l'heure, Ballerini. Mais il a peut-être compris qu'il valait mieux être sage pour l'instant. Nous sommes à environ 32 km de l'arrivée. Gilbert Duclos-Lassalle bien placé. Avec une accélération de Michel Vermote ici. Toujours aussi généreux, Michel, qui vient contrer une attaque. On va vivre un final fantastique. Alors qu'on va attaquer tout à l'heure la zone de pavé numéro 5. Avec une zone très nerveuse. 1,5 km seulement, si je puis dire, mais très difficile. Ce vent, tout le monde en aura pris. Il n'y a pas moyen de se mettre à l'abri. On a vu Fignon tout à l'heure dans le peloton regroupé tenter de passer sur la gauche et puis y renoncer parce que c'était bouché. Il s'est remis en dernière position et s'est ravitaillé. Il y a du beau monde dans ce groupe. On est en train d'en dresser la liste. Jalabert, vous l'avez vu, avec son dossard 35 et son maillot Toshiba. Il y a là Verhoeven, Nico Verhoeven, attention à lui également. À l'explication là, ça ne peut pas arriver comme ça jusqu'à Roubaix. Il va y avoir des attaques. Ça n'arrivera pas comme ça. Oh non. Là c'est le dernier round d'observation, mais quelle observation. Et là ça devrait se décanter dans les prochains hectomètres. Les Panasonic essaient de provoquer le retour de Plancart en freinant le peloton, ce qui permettrait à Plancart de combler les 30 secondes signalées tout à l'heure par Jean-Paul. Un Plancart qui n'aura pas eu beaucoup de chance alors qu'il avait été l'attaquant. C'est lui qui a dû descendre aussitôt sur crevaison. Van Hooijdonk sur la gauche, sa façon de courir à lui, avec un pantalon trop court ou un Bermuda trop long, comme on voudra. En tout cas, c'est sa tenue personnelle. Alors, on remarque que dans ce groupe, on va quand même faire un petit tour d'horizon. On a vu Van Persie ici, avec son dossard numéro 8. Devant lui, c'est Ballerini, l'italien, dont nous faisons un de nos favoris. Il y a Jalabert avec son dossard 35. Il y a Danens et Fignon, vous les avez vus. Il y a Vermote, il y a Rodan, il y a Cordes, il y a Colotti, Ludwig, Verhoeven, Van der Poel, Van Hooijdonk, Van Persie. Dites-moi, il n'en manque pas beaucoup. Hein. Non, mais il y a beaucoup de vent. Et regardez-moi ce maillot de champion du monde. Danens, pour la première fois en tête depuis des semaines. Avec le très beau style et le Bermuda trop long, comme vous disiez, du dossard 21 là, en haut de votre écran, Van Hooijdonk.
Vainqueur du Tour des Flandres, Bauer est là, ne l'oublions surtout pas, Steve Bauer. Jalabert, Laurent Jalabert, très facile. Avec Laurent Fignon, tiens les deux Laurent. Jalabert, Fignon, Duclos, Colotti. Ça fait plaisir de voir des Français comme ça. Surtout ceux qu'on espérait. Il y a tellement de déceptions parfois enregistrées dans tous les sports, mais dans le cyclisme en particulier, que les prévisions sont fragiles. Tandis que là, c'est 4 hommes que l'on attendait, ils sont là. Jean-Paul, des nouvelles? Oui, il y a exactement 1 minute et 5 secondes d'écart entre le groupe de tête et le groupe de poursuivants. Ah oui, ils sont trop nombreux, Robert, là. Ils sont trop 1,05. nombreux. Ouais. Il va falloir qu'il y ait une cassure pour assurer le succès de cette échappée. Voilà celle-ci, par exemple. Parce que là, il faut bien être vigilant. Il ne faut surtout pas se laisser coincer. Parce que s'il reste aussi nombreux devant, ça va rentrer. Et ce maillot, il est beau ce maillot, non? Bien sûr, on chante la Marseillaise quand on le voit habituellement. Louviot, le champion de France, pour nous faire pardonner de ne pas l'avoir cité parmi les Français. Regardez comme c'est beau, un maillot de champion de France en tête de Paris-Roubaix. Fignon, Jalabert, Colotti, Duclos, Louviot. Les Français sont là dans ce groupe de tête. Dans une des longues portions en bitume, une des dernières, je vous rassure. Eh bien, ça a l'air pas mal se passer pour Louviot. Ouais, mais on se sent vite bien seul. Il a un tel courage, tel hargne. C'est également un très bon finisseur. Louviot est derrière sa coupe. Regardez, les PDM bien placés. 2 coureurs de PDM, Jacobs et Talen. C'est pas une sinécure d'être un équipier de sprinter pour l'instant. Je crois que c'est Hendrik Rodan. Mais je ne parierai pas tout ce que j'ai sur moi. Ça peut être Rodan. Rodan ou Declerc, ça ne peut être que l'un ou l'autre. Comme ça n'est pas Musso qui se chargerait de cette tâche. Allez, je dis Rodan. Bien se tromper. Eh ben, ouf. Rodan. Gagné au loto. Rodan de loto. Rodan de loto qui va revenir sur le champion de France Louviot. Ça ferait 2 hommes en tête, ce serait déjà bien pour Louviot. En tout cas, dans ces cas-là, c'est bien joué. Bon, ça paraît très simple d'expliquer la tactique de course comme ça, mais lorsqu'on attaque devant, qu'on se porte tout seul en tête, ce n'est pas pour à 30 km de l'arrivée se dire je vais faire 30 km tout seul. Mais c'est pour espérer justement une cassure à l'arrière, que ça rentre et qu'il se retrouve avec 3-4 hommes pour profiter d'un bon coup. C'est toujours bon moralement. Costaud, hein. Toujours bon moralement de savoir qu'on a imposé sa course, ne serait-ce qu'un instant. Attention à Fignon. Il est marqué impitoyablement, Fignon. Il y a de quoi, Steve Bauer, il a compris. Hein. Steve Bauer, Van Der Poel. Pour une fois, il bouge là. Et Van Der Poel a repéré Fignon, s'écarte, mais Van Der Poel ne prend pas le relais. Bauer est rentré. Et les Panasonic arrivent à leur tour. Fignon a coupé son effort, il a bien fait. Il a vu qu'il avait sur son porte-bagages Bauer et Van Der Poel. Van Der Poel qui refusait de faire l'effort. Donc Laurent Fignon a dit, il n'y a pas de raison particulière que je vous ramène sur Louviot et Rodan. Messieurs, si vous voulez rentrer, à vous de faire l'effort. D'où ce petit moment de flottement avec Bauer qui hésite à donner la totalité de ce qu'il a. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprendra pas pourquoi d'ailleurs Van Der Poel n'a pas pris le relais de Fignon. Il ne risquait rien de prendre un relais. Dites-moi, Rodan ne serait pas parti seul là avec Louviot derrière lui? Est-ce qu'il n'aurait pas laissé Louviot sur place? Parce que je ne vois plus que Rodan. Jean-Paul. Oui, eh bien je voulais vous signaler que Louviot possède 25 secondes d'avance sur le deuxième groupe. 25 secondes, donc il est intercalé avec 25 secondes d'avance sur le deuxième groupe. Je viens de faire un pointage et je repars sur l'avant. Sur le deuxième groupe, quel deuxième groupe? Vous savez que Louviot est intercalé entre les deux. Ah bah Louviot, on l'a vu partir, nous on pensait qu'il était devant. Partir, mais du deuxième groupe. Ah, merci de nous le souligner. Voilà. Alors incrustez-nous bien moto 1, moto 2, car là il y a eu confusion. Et Louviot était donc du deuxième groupe, donc très bien. Alors Louviot, c'est plus clair. Louviot s'intercale donc entre le premier groupe et le deuxième groupe. Et il y a un homme seul en tête, c'était bien Rodan, et Rodan lui était dans le groupe numéro 1. Alors mettez-nous bien moto 1 ou moto 2, parce qu'autrement il peut y avoir des confusions. Donc là c'est la moto 1, on est d'accord, avec Rodan qui est seul en tête devant un groupe composé de Fignon, Danens, Colotti, Ludwig, Jalabert et autres. Et de ce groupe, eh bien, il y a des coureurs qui sont sortis également.
Et on reconnaît là De Klerk, Peter De Klerk. Contrôle impitoyable de la part des Lotto. Les Panasonic sont un peu submergés pour l'instant, hésitant à accélérer l'allure du peloton qui empêcherait définitivement le retour de Plancart. Mais il leur manquerait des sprinters purs, à part Danens qui va assez vite. Mais je ne pense pas que les autres pourraient battre les Ballarini et autres grands sprinters qui appartiennent à ce peloton, dont Museeuw. Marc Madiot. Marc Madiot est là. Madiot est là, donc en contre-attaque visiblement. Derrière le groupe de tête, sans doute. Il y a un petit peu de panique partout là. Marc Madiot. Alors que le car refuse obstinément de me dire où on se trouve. Régis Forissier, soyez gentil, dites-moi, on est où là? Parce que là, on n'a aucune manière de le savoir. Nous sommes derrière le groupe de Fignon, semble-t-il. Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement. Il fait tousser, éternuer, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas. On s'occupera de toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Pour ne pas l'attraper, il faut se protéger, même si on ne le voit pas. Le meilleur moyen, c'est de se laver les mains très souvent et de ne pas rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tous rester chez soi. Il faut mettre quoi dans la nouvelle bande-annonce? Bah faut expliquer que si t'as Canal+, tu peux aussi avoir Disney+. Comment ça? Bah faut montrer qu'il y a Marvel. Ah oui, mais s'il y a Marvel, il y a Pixar aussi alors. Ouais, exact. Il y a aussi Star Wars. Sans oublier les classiques Disney. Et même National Geographic. Par contre, je sais vraiment pas comment on va faire rentrer tout ça dans une bande-annonce de 30 secondes. T'as pas tort. Bah si, il y a tort. Regarde, je t'ai dit qu'il y avait Marvel. Disney+ débarque en France. Soyez les premiers à en profiter avec Canal+. Arrêtez de payer votre gaz trop cher. Dites stop et bénéficiez de moins 15% sur le prix de votre gaz. Appelez vite le 32 94. Eni, élu meilleur fournisseur énergétique de l'année. Allez, arrête de faire le guignol dans ton jardin, s'il te plaît. Pendant le confinement, on ne se laisse pas abattre sur Eurosport. Et on va essayer de vous divertir pendant cette petite demi-heure. À 13h30, le débat. La saison prochaine va être chaotique. Il y a un petit problème de connexion. Et à 18h, le club Eurosport. On aura besoin de sourire. On est tous dans le même bateau. On n'a aucune date, aucune info. Une sorte de retraite spirituelle en même temps qu'on est tous en train de mener chacun de notre côté. Dès mardi, retrouvez le débat et le club Eurosport sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Retrouvez Paris-Roubaix sur Eurosport avec Zwift, application d'entraînement. Zwift, fun is fast. Les trois donc en poursuite derrière Redon. Parfaite course d'équipe de la part des Lotto, toujours au profit de Museeuw en réserve. Rodan en tête, De Klerk ici, dans un sillage qu'il n'a pas envie de quitter, mais Rodan commence à trouver le temps long. Rodan seul en tête qui attend du renfort sans doute, hein. On espère qu'il va en avoir, notamment avec Marc Madiot. Madiot superbe 6e du Tour des Flandres la semaine passée. Et Rodan qui compte donc 12 secondes d'avance sur le petit groupe Madiot. Et ce qui nous a troublé tout à l'heure, c'est de découvrir ainsi Madiot, alors qu'on ne l'avait pas vu dans le groupe de tête. Visiblement, Danens était en train de rentrer sur Madiot. Voilà, c'est exact. On va se retrouver donc avec Danens qui est venu en renfort avec Marc Madiot. Il y a là plusieurs hommes qui sont rentrés, dont Wilfried Peters. Il y a toujours un Peters ou un Peters en fin de course. Et il y a une avance qui est pas mal pour Rodan. Ils sont 5. Dont un PDM qui n'est... Oui, c'est pas le maillot de champion du monde. Ça, Ballarini. Ballarini qui nous a impressionné pendant le Tour de Flandre et dont on pensait qu'il allait être le vainqueur. Il s'est fait piéger par le fabuleux démarrage de Van Hooydonk que nous montrions dans Stade 2 la semaine passée. C'est fou comme les écarts se creusent parfois avec une rapidité et tout à coup ce peloton paraît à pied. Fignon encore en effort tout seul. Laurent Fignon qui se fait piéger là par le démarrage et qui rentre tout seul. Il ne veut emmener personne avec lui. Donc il a attendu de se retrouver seul, de placer un démarrage pour lâcher ses poursuivants et maintenant il produit son effort. C'est pas un peu trop généreux ça comme tactique de course, Robert?
Ça, c'est la qualité essentielle de Fignon en fin de course. Il est irrésistible lorsqu'il est parti, à condition bien sûr qu'il soit en grande condition. Et apparemment, c'est le cas. Il semble douter un peu parce que le vent est défavorable. Il s'est retourné. Mais à 200 mètres devant lui, c'est la terre promise, comme disent certains. Jean-Paul Olivier, vous n'êtes pas avec la tête? À 1-1, Hendrik Redon, seul en tête, donc possède 25 secondes d'avance sur le petit groupe Madio et 55 secondes sur Laurent Fignon qui a tenté de partir tout seul et qui est encore tout seul en tête avec environ 200 mètres d'avance sur le groupe Jalabert, Bauer et Danen. Merci de nous donner la composition des groupes, si vous le pouvez, Jean-Paul, si vous pouvez rattraper. Derrière Redon, il y a Madio, il y a Declercq. On devrait avoir, avec une moto ou avec vous, Jean-Paul, la composition exacte de ce groupe. Tandis que Laurent Fignon, lui, est intercalé à 50 secondes. On va prendre la composition. Voilà l'homme de tête, donc Redon. On va faire une mise au point très claire, parce que là, il y a eu un petit moment de flottement avec des coureurs qui ont débouché comme Marc Madio, c'est vrai, dont on n'avait pas remarqué la présence dans le groupe de tête, et qui est sorti, puisqu'il y avait Jalabert, Colotti, Fignon, Duclos, Louviot, mais également Marc Madio. Madio qu'on a vu déboucher de ce groupe avec Declercq notamment. Alors la position, c'est Redon seul en tête. Derrière, à une toute petite poignée de secondes, on va découvrir un groupe, donc le voici, où il y a 5 hommes pour l'instant. Il n'y a donc pas Rudy Danens, mais il y a 5 hommes, dont ici Declercq dont on vous parlait tout à l'heure. Il y a également un PDM qui n'est autre que Talen, John Talen. Il y a Madio, on l'a vu, il y a Ballerini. Et il ne nous en manque qu'un pour l'instant. Donc Ballerini, Madio, Declercq, Rodin, crevaison en avant. Voilà, il roulait sur l'herbe, il jouait sur l'herbe. Je n'ai pas voulu vous couper, il jouait sur l'herbe avec les risques que cela comporte. Un petit gravier était là, qui met fin à la tentative de Rodin parce que son directeur sportif n'est pas immédiatement derrière lui. Et Rodin va voir passer ses 5 poursuivants et leur souhaiter bonne chance. Declercq qui ferme toujours la marche de ce groupe des Sagrés. Rodin sur la gauche de la route, on le voit là-bas. Il est dépanné par le dépannage spécial Mavic, le voici. Rodin va pouvoir partir, ça va, il va bien s'en sortir. S'il arrive à partir comme ça, alors ça c'est un bel épisode de course qu'on vient de voir, avec maintenant 6 hommes en tête donc. Rodin qui va rentrer sur ce groupe. On le souhaite en tout cas pour lui, ce serait trop injuste. Le voici Rodin, c'est dur de se relancer. Il a trop grand là, mais il parvient tout de même à se refaire une allure, c'est fait. Rodin maintenant, il faut qu'il rentre avec l'aide des voitures, peut-être. Oh là là, le virage, il est reparti de l'autre côté. Et toujours donc les 5 hommes devant lui. On devrait se retrouver avec 6 hommes en tête, alors qu'on a vécu en direct ce petit drame de Rodin là, qui était seul en tête, confortablement installé, et qui doit maintenant faire un effort pour rentrer sur les hommes de tête. Les hommes de tête qui sont désormais Madio, Declercq, Talen, Ballerini et Rodin, donc intercalés à quelques dizaines de mètres, quelques mètres même, et qui là va rentrer. Vous voyez notre caméra qui va vous proposer donc le retour de Rodin. Il nous manque toujours l'identité d'un coureur devant, donc quand la moto pourra s'approcher, on essaiera, ou Jean-Paul peut-être, de savoir qui est le 6e larron. Patrick, oui. vous m'appeliez là? Alors, je vous demandais si vous pouviez me trouver le nom du 6e larron. Il y avait Vermotte tout à l'heure, mais vous avez noté Peters? Ah bah c'est Peters. Ouais, d'accord. Alors là je suis derrière le groupe donc Danen qui comporte Van der Poel, Jalabert, Van Hooydonk, Mostempi, Verhoeven, Colotti, Duclos, Bauer, entre autres, et Sergent. Et donc il nous est très très difficile. Bien sûr. Et Fignon est toujours intercalé. Pardon? Fignon est toujours intercalé. Fignon vient d'être rejoint. À 20 km de l'arrivée, donc Fignon rejoint par le groupe Sergent, Bauer, Duclos, Verhoeven, Van der Poel, Danens et compagnie. Et devant, on se retrouve donc avec un groupe de 6, puisque Rodin, le malchanceux, qui vient d'être victime d'une crevaison, va rentrer à 20 km de l'arrivée sur Madio, Declercq, Talen, Ballerini et Peters. Les Français sont toujours représentés à l'avant. C'est bien, c'est assez rare dans Paris-Roubaix pour le signaler. Très bonne course des Français. Et là, après cette partie de bitume, on va tourner à gauche pour rentrer dans le secteur pavé numéro 3. Avec pour la première fois, nous l'avions noté tout à l'heure, Robert, le vent de 3 quarts arrière pour les coureurs sur ce pavé numéro 3. Avec quelqu'un qui est venu en chasser. Bon, le bas de combat chez les Panasonic qui ne sont plus représentés maintenant en tête. Les Panasonic donc qui contre ici.
C'est peut-être Ludwig ou Marc Sergent. Sergent a beaucoup donné déjà tout à l'heure. Il fallait le temps de récupérer, je ne sais pas. Steve Bauer avec Vermont dans sa roue qui chasse derrière et qui tente de placer un contre pour revenir sur les hommes de tête. Redon, Madio, De Klerk, Talen, Ballerini et Peters. Oui. Sergent a attaqué en tête du groupe Talen. Sergent suivi de Bontempi. Vous allez dans un instant les avoir à l'image. Car j'aperçois qui Testarossa qui se trouve devant eux. Sergent, c'est lui que nous avions vu en effet, le voici. Sergent, c'est bien lui, Marc Sergent, qui est donc lancé à la poursuite des hommes de tête. On va rentrer donc dans le secteur pavé. Alors je vous parlais donc d'un vent de 3 quarts arrière. Voici avec cette fumée, c'est quand même terrible. Mais ensuite, au bout de cette ligne droite, là-bas, il y a un virage à droite. Et là, c'est le vent de face avec une très longue portion qui va être très très éprouvante. Elle était complètement effrayante, cette portion-là. Oui. Interminable. Thierry Blanco, on vous écoute. Oui, je viens d'entrer, de passer sous le panneau des 20 km avec le dernier groupe dans lequel on compte notamment Eddy Plancard, Frédéric Moncassin et Charlie Motet entre autres. Dernier groupe donc qui n'est pas si loin que ça tout de même. Oh, le dernier groupe qui maintenant n'aura sans aucun doute aucune prétention pour la victoire puisqu'ils doivent compter pas loin de 2 minutes de retard sur les hommes de tête. Merci pour ces précisions Thierry, n'hésitez pas à intervenir. Donc virage à droite là au bout de cette ligne droite. Voilà, ça va se passer là. Et là on va se retrouver avec vent de face avec une interminable ligne droite. Et celle-là vraiment, alors que nous retrouvons ici Sergent, Marc Sergent qui est intercalé pour rentrer sur Redon, Madio, De Klerk, Talen, Ballerini et Peters. Très beau coureur Marc Sergent. Il est temps qu'il gagne une classique, lui qui a été champion de Belgique alors qu'il était très jeune et considéré comme l'espoir numéro 1 en Belgique. Ah, c'est difficile là pour le malchanceux. Victime d'une crevaison tout à l'heure. Il y en a un dont on parle peu, c'est Talen qui fait un travail très efficace, ne perd jamais plus de 3 longueurs, s'arrange avant un virage pour le couper à la corde et surprendre ainsi ses adversaires, alors qu'il ne donne même pas le moindre coup de frein. Toute sa puissance s'exprime parfaitement en cet endroit. Le malheureux Redon toujours là qui ferme la marche du groupe des 6. On vous écoute Thierry. Oui, juste pour vous donner une petite précision tout de même, que dans ce dernier groupe dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien on compte aussi Greg LeMond. Greg LeMond, exactement. Alors maintenant, sont dans la course. Eh bien, dans ce groupe des 6, permettez-moi d'accorder une petite faveur de pronostic à Ballerini qui nous a vraiment impressionné. Il est en tête d'ailleurs là avec son maillot Del Tongo. Et puis à Marc Madio, les deux hommes donc très en vue dans le Tour des Flandres. Mais attention à Ballerini, il est taillé exactement pour les pavés. Et hier, lors de la présentation de Paris-Roubaix, nous l'avons rencontré et il était très décontracté. Ses camarades avaient la tenue Del Tongo, lui il était en civil. Et avec un grand sourire, il nous a dit que ce pourrait bien être son jour aujourd'hui. Lui qui avait terminé en boulet de canon la saison passée, vexé de n'avoir pas été choisi pour jouer ses chances dans le championnat du monde du Tsunomiya au Japon, puisque le coach de l'équipe italienne avait préféré faire rentrer Bugno qui ne termina que 3e. Et vexé, Ballerini s'est empressé de gagner derrière, notamment le Grand Prix des Amériques. Alors chrono en main, dans moins de 28 minutes maintenant, les coureurs se présenteront au stade Vélodrome, ou un sprint à 6, ce qui m'étonnerait, ou une arrivée solitaire qui pourrait bien être signée Marc Madio. Marc Madio qui doit surveiller Ballerini, pas faire trop d'efforts pour l'instant et partir dans les 10 minutes qui viennent, car on le sait, il l'a prouvé déjà ici en gagnant un Paris-Roubaix de cette façon. Marc peut résister à n'importe quel finisseur derrière lui s'il a seulement pour sa part 200 mètres d'avance. On ne lui prend plus rien. Vous voyez l'écart qui subsiste maintenant entre Marc Sergent. C'est quelques secondes seulement puisque le groupe des 6 vient de passer sous la banderole indiquant la fin du 3e secteur pavé. Et le 2e très sinueux dans la forêt va être assez impressionnant. Il y aura une bande de roulement sur la gauche au départ, mais ensuite, eh bien, ce sera l'enfer, on peut le dire, avec des pavés très très coupants. 17 km encore à couvrir. C'est la fin donc de cette zone numéro 3 pour le groupe des poursuivants également, dans lequel Laurent Fignon s'est fait une raison pour l'instant. Il est en queue de ce peloton, à côté de l'ancien vainqueur Van Persie. Et Laurent se dit, bien maintenant, si ce groupe-là veut rentrer sur les 6 hommes de tête, c'est peut-être à eux de faire le travail. Je ne vais pas me flinguer, comme on dit, tout seul, à prendre du vent. C'est un coup de poker que fait Laurent Fignon maintenant. Oui, mais il est obligé à l'action individuelle quand même parce qu'il est seul.
Sergent à 23 secondes. Arrêtez de la palisse, Madio. mais non. Regardez Sergent qui est tout seul. Il va le payer ça, Sergent, de toute façon, même s'il rentre sur les 6. Quel effort face au vent comme ça. Un petit point sur la course. Ils sont 6 en tête. Redon. Malheureux tout à l'heure, il était seul en tête, il a été victime d'une crevaison, il est parvenu à rentrer tout de même. Madio, le Français, très en vue dans le Tour des Flandres la semaine passée. De Klerk, Talen, attention à lui. Ballerini, l'Italien, et son maillot del Tongo, maillot jaune, que vous verrez sans cesse, il est là en 4e position. Et puis Peters, que des hommes très rapides dans les derniers kilomètres. Tous sont capables de gicler, comme on dit, et de terminer seuls sur les vélodromes. Oh là 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 là. Là, la tête, on a l'impression, et les coureurs vous le diront tous, en cette fin de parcours sur des pavés pareils, qu'on a un pois chiche à la place du cerveau et ça fait drôlin en passant sur les pavés. Il y en a qui ont cette C'est impression. horrible comme sensation. Patrick, Oui, Jean-Paul. sur la zone de pavé numéro 2. En tête donc le groupe Madio. À 25 secondes, Marc Sergent. Et ensuite le groupe Fignon à 50 secondes. Bien reçu? Bien reçu. Ça veut dire que tout va se jouer maintenant. Zone pavée numéro 2. Donc nous sommes à 16 km de l'arrivée. À 16 km de l'arrivée, 50 secondes de retard pour le groupe Fignon. C'est maintenant qu'il faut se décider. Il n'a plus que 5 minutes pour réagir, lui et ceux qui l'accompagnent. Dans 5 minutes, il sera trop tard. Dès que la minute sera passée, et le voilà, Laurent, très souple, très facile dans sa direction, dans son pilotage. Alors tout à l'heure, il a essayé de rentrer seul. Et là maintenant, avec Van Persie, qui n'a aucune raison de rouler, car il protège le contre de Sergent, eh bien Laurent s'en remet en quelque sorte à l'attitude globale, groupée de cette formation. Et pourtant, il y va, il tente ses dernières chances là. Mais il a toujours un Panasonic dans la roue. Tout à l'heure, c'était Danens, maintenant c'est Van Persie. Voilà, on a pris large là aussi. Redon qui accuse un peu la fatigue et qui ferme la marche dans ce groupe. Oui. Il n'aura pas pu reprendre les roues. Oui, dans ce secteur pavé numéro 2, eh bien c'est Philippe Louviot lui aussi qui fait ses efforts de tout à l'heure. Il est maintenant largement distancé par le groupe Fignon. Eh bien, le pauvre Louviot que nous avons vu tout à l'heure en tête de cette course, eh bien, il n'était pas en tête, il était en train de contrer. Mais c'était une belle image quand même et ça méritait de vous montrer ce maillot de champion de France qui luttait à l'image de Laurent Fignon qui sait qu'il connaît bien la course et qui sait que si devant ce groupe-là, il n'y a pas des garçons qui se décident, s'il n'y a pas Jalabert, Bauer surtout qui a encore beaucoup de force, s'il n'y a pas Duclos-Lassalle, Vermote peut-être, ou même Danens, si ces coureurs-là ne se décident pas, eh bien, il sera trop tard et il ne pourra plus rentrer Laurent Fignon sur le groupe des 6 de tête, Redon, Madio, De Klerk, Talen, Ballerini et Peters. Mais Laurent fléchit un peu là, il ne revient pas immédiatement dans les roues des premiers, tandis que Talen et Ballerini tentent une autre contre-attaque pour se dégager encore de ce groupe des 6. Ballerini avec une facilité incroyable. Ballerini nous a impressionné comme ça tout le long du Tour des Flandres, mais il a été piégé néanmoins par le démarrage de Van Hooydonk. Van Hooydonk qu'on ne trouve pas dans ce groupe de 6 à l'avant. C'est assez surprenant, encore que l'histoire nous apprenne, si on prend les résultats de l'an passé notamment, qu'un coureur premier du Tour des Flandres, ou dans les premiers du Tour des Flandres, mais l'an passé on n'en a pas retrouvé dans Paris-Roubaix. Mais enfin, nous n'en tirons pas de grandes conséquences. Ça éclate devant Jean-Paul. Avec Marc Madio, ça éclate devant. C'est Marc. Hein. Je suis sur le secteur pavé numéro 2, immédiatement derrière Marc Laurent Fignon, qui a beaucoup de difficultés à suivre le train imposé par son groupe. Madio est parti, Marc Madio est parti. Je vous l'avais dit, il avait 10 minutes. Madio, c'est parti là dans un grand développement, très puissant Marc. Est-il dans cet état de grâce, comme il nous disait encore hier, de 1985? Madio est parti un peu plus loin qu'en 85. Il est seul à la sortie de la zone 2 des pavés. Il y a exactement 250 km que nous sommes partis, 251 également. Il reste 15 km. Madio est parti, ils sont 5 derrière à pouvoir le contrer. L'hélicoptère va peut-être nous proposer un plan qui nous permettra de mesurer l'écart entre Madio et ses poursuivants qui sont Redon, De Klerk, Talen, Ballerini et Peters. C'est fait, Madio est parti, un contre de Ballerini. Quel beau final si Ballerini rentre sur Madio. C'était les deux hommes forts du Tour des Flandres, on les retrouve.
Derrière, ça va fléchir nettement. Talen a loupé la commande. De Klerk et Rodan. De Klerk maintenant après Rodan. Fini les espoirs de l'équipe Lotto. Mais Marc Madiot s'envole et on pouvait prévoir qu'il n'avait pas d'autre solution d'abord, mais qu'il avait su accumuler toutes les réserves pour faire ça. C'est un exploit extraordinaire et j'emploie très peu le mot que réalise actuellement Marc Madiot. Formidable, Marc. Marc Madiot, seul en tête de Paris-Roubaix. Marc Madiot en tête à 15 km de l'arrivée, un peu moins maintenant même. Derrière lui, attention, est lancé Ballerini. Ballerini époustouflant dans le Tour des Flandres, seulement piégé par Van Hooydonk. Marc Madiot se retourne, il sait que Ballerini n'est pas loin, mais il donne tout, Marc. Et il semble facile, il semble bien. On va vivre un final extraordinaire. Marc ne peut pas se permettre le retour de Ballerini, sans doute plus rapide que lui au sprint. Encore que je le répète, c'est à égalité de puissance, de réserve, que l'on jugera les hommes sur la piste. Mais Marc a tout intérêt quand même à empêcher ce retour de Ballerini. Robert, pour vivre ce final, nous pensions ne plus vous proposer de petites interviews en incrustation dans l'écran, mais là on ne peut surtout pas s'en priver. Hier, bien sûr, Madiot a été un des interlocuteurs de l'équipe d'Antenne 2. On va retrouver Madiot à l'image, en plein effort, et on retrouve Madiot en interview. Première question, Madiot, Marc, on vous sent en plein retour. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pour cette course, vous l'aimez cette course, non, quand même? J'aime, je ne sais pas si j'aime, disons que c'est une course où j'ai plutôt souvent connu la réussite, donc à partir de là, on est obligé de se sentir obligé de revenir sur le passé, je dirais. Qu'est-ce qui inquiète quand on prend le départ de cette course, même avec un bon palmarès sur la course? Il y a toujours un truc qui fait peur davantage. Non, je viens ici sans peur, sans reproche, sans rien, je suis prêt, point. Je suis venu ici pour faire la course, si tout se passe bien, je pense que je pourrais être dans le final, après le reste... Eh ben Marc, le reste il est là, il est en train de se passer avec cette meute de moto là. Vous voyez Jean-François Pécheux devant qui fait signe avancez messieurs, avancez. Marc Madiot arrive comme un boulet derrière vous. Madiot avec Ballerini derrière lui. Si la caméra peut se retourner, ne serait-ce que peut-être, allez soyons chauvins l'espace d'un instant pour nous rassurer. Ballerini est-il rentré, est-il là? L'hélicoptère va peut-être élargir son plan. Marc se retourne, on aimerait se retourner également. Madiot qui relance et qui traverse l'autoroute. On va arriver au bout de cette longue ligne droite, au panneau des 10 km. Ce sont les routes peintes là. La peinture a disparu il y a 2 ans. On se souvient qu'un artiste du Nord avait peint les routes. Il a déjà mangé beaucoup de poussière, remarque, mais maintenant le voilà condamné à avaler les vapeurs d'essence. Regardez, Marc a fait comme le on peut. Oh là, Ballerini, où est-il Ballerini? Il y a 300 mètres d'écart. C'est bien Marc, c'est bien. Et là on va se retrouver après dans le village de Chéran, avec un virage à droite et une longue ligne droite, attention, une longue ligne droite en bitume sur lequel on ira arriver 10 km. Ballerini sait qu'il doit rentrer sur Marc Madiot avant d'atteindre les 3 derniers kilomètres, car dans un rôle de poursuiteur, Marc sera invincible, on en est sûr. Une il est survolté là. David Ballerini, il va très vite aussi, très puissant, qu'il emmène gros Ballerini. C'est un beau match d'athlète. Hein. Oh, il est en train de piocher là, mais il a tellement gros que c'est efficace. On l'a vu mettre une dent de moins à l'arrière. Oh là là, quelle puissance Ballerini. Avec 20 secondes, 21 secondes, nous annoncent nos amis de Hewlett-Packard, entre Madiot et Ballerini. Ah oui, il y a un bel écart là. Alors qu'on rentre dans Chéran. Malgré l'avantage qui vient d'arriver à Ballerini, c'est-à-dire le point de mire sur de longues lignes droites que vous signaliez, Ballerini ne reprend plus rien à Madiot. On est là à Chéran. Alors qu'on nous appelle Thierry peut-être. Non, c'est Jean-Paul. 25 secondes entre Ballerini et Madiot, 40 secondes au groupe Peters. Peters, c'est 2 de ses coéquipiers. Ensuite, 50 secondes avec, il me semble, Rodan. Et il y aura derrière Sergent, donc, qui va se trouver à 1 minute. Alors c'est étonnant de se souvenir de ce qui se passait à la semaine dernière à cette heure-ci à peu près, 2 heures plus tard à peine, dans Stade 2, en direct du Tour des Flandres de l'arrivée. Eh bien nous étions aux côtés de Madiot et nous parlions de cette renaissance et on lui donnait rendez-vous dans Paris-Roubaix. On lui disait Marc, la semaine prochaine Antenne 2 sera en direct dans Paris-Roubaix, rendez-vous la semaine prochaine. Et Marc dans un sourire nous avait dit je serai là. Eh bien il est là Marc, dans le final de Paris-Roubaix. On va apercevoir le panneau indiquant les 10 derniers kilomètres dans quelques hectomètres. Et la Marc va donner tout ce qu'il a dans son rôle
un peu plus fin, enregistre tout de puissance, mais plus fin tout de même que Ballerini, Oui. ce qui va peut-être lui donner plus d'efficacité dans le final. Mais quel match athlétique entre les deux. C'est une poursuite splendide, avec des moyens un peu différents. Mais chez Marc, on retrouve un peu l'école de Vlaminck. Ça n'est pas l'école parce que de Vlaminck n'a jamais été son professeur, mais c'était le style de Vlaminck. Et si Marc doit son aisance, sa vélocité, sa pratique de la bicyclette à ce point-là, qu'il a atteint ce point, c'est parce qu'il a pratiqué beaucoup le cyclocross, comme de Vlaminck. Longue ligne droite dont je vous parlais tout à l'heure avec le panneau des 10 km au bout. Ensuite, on tournera à gauche dans la direction de M que vous connaissez bien. C'est ce fameux final de Paris-Roubaix qu'on retrouve chaque année. Marc tout en puissance, il semble facile, il est bien. Il a le faciès du coureur qui est à l'aise, assez loin de son guidon tout de même. Il n'est pas encore complètement arc-bouté, il ne pédale pas trop avec les épaules. Je suis sûr que Gérard Rolls, qui roule beaucoup autour de Longchamp actuellement, apprécie en connaisseur. Regardez, comme après plus de 200 km, Marc parvient, après 260 km, Marc parvient à rester en souplesse comme ça. Ballerini lui pioche beaucoup plus, regardez ses épaules, elles bougent beaucoup plus et il perd peut-être en efficacité. Alors que Marc maintenant donne tout ce qu'il a et se met à pédaler un peu avec les oreilles également. Ça ne paraît pas, mais c'est un très léger faux plat sur cette route qui n'en finit pas de la ligne droite. Elles étaient assez rares pour qu'on puisse la signaler, celle-là. Et Ballerini va perdre l'une de ses dernières chances de rejoindre Madio grâce au point de mire. Arrivé 10 km. Voilà, 10 km avec cette souplesse des bras que vous aurez remarqué également chez Marc, qui est peut-être plus importante que chez Ballerini avec son coude qui sort un peu à l'extérieur. Ballerini se retourne, il commence à plus y croire, Ballerini. Ouais. Il navigue un peu. Allez, c'est du 60% maintenant pour Marc Madio avec la voiture RMO qui passe et qui va justement renseigner Marc, et Dieu sait combien c'est important. Il est en train de coincer Ballerini là. Oui, il est en train de douter. Tout à coup, il a craqué, moralement surtout, je crois. Et là, on lui donne une information qui va peut-être lui redonner le moral et le relancer. Regardez la différence. Merci à Régis Forestier de nous proposer la différence de style entre les deux hommes. Les bras très décontractés de Marc Madio, un peu plus rigide côté Ballerini. Et puis ce pied qui tombe bien. Ça, c'est la cheville très fine et le mollet très en longueur de Madio. Ça, c'est une caractéristique qu'on lui connaît. Il est beau sur un vélo, Marc. Oh là, il pioche complètement Ballerini. Il est en train de réussir un numéro, Madio, époustouflant. Il a fait beaucoup d'efforts auparavant, Ballerini, qu'il paie maintenant. C'est normal, il voulait gagner Paris-Roubaix. Madio a tout joué sur l'échappée des 6, sachant qu'il était l'un des plus forts. Et quand il a tenté sa chance, personne n'a pu lui répliquer. Alors on arrivera tout à l'heure sur la dernière zone de pavé. Il y aura une bande de roulement au départ qui va permettre à Marc d'éviter les pavés et d'éviter les accidents. Et puis ensuite, eh bien, ça devient très roulant et d'un seul coup très mauvais. Oui, Jean-Paul. Patrick Saint. Je vous écoute, Jean-Paul. À 10 km de l'arrivée, panneau des 10 km, Marc Madio possède 35 secondes d'avance sur Ballerini. 35. Merci, information ponctuée par nos amis de HP. Et des applaudissements ici du public de Roubaix qui entend nos informations. Madio lancé donc à la poursuite d'un deuxième succès dans Paris-Roubaix. Ce qui serait bien entendu historique. Le public là est emballé et voit sur le grand écran disposé par Antenne 2 et la Société du Tour de France sur le Vélodrome. Il suit sur le grand écran l'exploit de Marc avec cette bande de roulement dont je vous parlais qui lui permet d'éviter les pavés dans cette zone numéro 1. Dernière tranche pavée. Mais ensuite ça devient très mauvais. Hein. Là il y a une bande de roulement mais ensuite... c'est beaucoup moins roulant et Marc va être obligé d'affronter. Il ne sent plus rien là, Marc. Oh là, il est en train de voltiger. Il a dépassé sa souffrance. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser. Ah, on le sentait revenir depuis qu'il a signé dans l'équipe RMO. Là, il se sentait des ailes. Et Marc, eh bien, est en train... Enfin, on ne veut surtout pas lui porter la poisse. Hein. Mais ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Dans moins de 2 km, on saura s'il a définitivement gagné parce que tout est possible sur les 10 derniers. Il a 38 secondes d'avance. Alors il m'étonnerait que Ballerini retrouve tout à coup des ressources qu'il semble avoir éparpillées un peu partout. Mais Madio, au contraire, de plus en plus fort sur le vélo. Alors un doublé français dans Paris-Roubaix, ce serait tout simplement historique parce que c'est vrai que c'est arrivé, Pélissier notamment l'avait emporté en 21, il l'avait déjà emporté en 19. Mais depuis 1921, bah oui 1921 c'est une date qui m'est chère, c'est l'année de naissance de mon père. Voilà, vous savez tout.
1921, donc c'était Pélissier pour la deuxième année comme en 1919. Mais depuis 21, jamais un Français n'a remporté Paris-Roubaix 2 fois. Rendez-vous compte, Marc Madiot rentrerait dans l'histoire d'une manière plus intense encore qu'il ne le fit en 85 lorsqu'il l'emporta. Ici même à Roubaix, nous vous montrions cet extrait. Ça y est. Dans le journal de 20h hier soir. Mais je pense que, enfin, ne disons pas c'est fait. Allez, restons. Mais il y a tellement de chances là que Marc remporte Paris-Roubaix. Et hier soir, dans le journal d'Henri Sagnier, le sentiment qu'il va être rejoint Valérie. Nous proposions un sujet justement. On a discuté avec Henri au téléphone l'après-midi après le spécial vélo. Et on lui disait, on va quand même faire un sujet sur la chance des Français, car cette année, je sens que ça va être les Français. Et Henri Sagnier dit, allez, allons-y, de toute façon, les Français, cette année, ils sont costauds. Et c'est vrai, il pensait peut-être plus à son camarade voisin Gaillan, puisqu'il est originaire de la même région qu'Henri. Mais c'est Madiot là qui va réaliser l'exploit, alors que derrière, on se réveille peut-être un peu tard. Oui, mais chacun était coincé par la course d'équipe et les deux lotos, les deux maillots roses, Leclerc en particulier, sont en train de payer tout ça. Madiot, conseillé là par l'ami Christian Rumeau, qui doit vivre un de ses plus beaux moments de sa carrière. Rumeau qui a été longtemps l'adjoint du vicomte de Grimaldi et qui est ici donc dans la voiture RMO, puisqu'il est l'adjoint de Bruno Roussel, le nouveau directeur sportif. Et ça fera peut-être pas trop un pincement au cœur à Valais, car l'an dernier Valais était directeur sportif de RMO, mais il n'avait pas Madiot sous sa coupe. Marc qui a donc rejoint cette équipe RMO et puis ça se passe merveilleusement bien. Yvon a déjà été vainqueur, son frère, cette saison, du côté de Cannes en début de saison. Et là, c'est Marc qui est en train de réaliser un exploit monumental. Et croyez-moi, dans ce vélodrome de Roubaix, archi comble, il va y avoir une ovation digne de ce nom si Marc parvient. Il a un coup de barre là. Il va avaler le papier avec. Là. Ouais, il a un coup de barre. Il s'aperçoit d'un seul coup qu'il pourrait être victime d'un coup de fringale à moins de 5 km de l'arrivée. Ça serait terrible. Et là, il n'y a aucun doute. Oh là là. Voilà, il a réduit le développement. Il repart. Racontez-moi, Robert, une fringale. Moi, j'en ai vécu des toutes petites, à notre petit niveau. Mais une fringale, généralement, on se sent tellement bien juste avant. C'est peut-être ce qui vient de se passer. C'est qu'on est un peu euphorique et d'un seul coup, c'est le coup de Il n'a pas pensé à manger, mais comme dans son état actuellement, il mangerait les betteraves au bord de la route. Mangerait de l'herbe, comme j'ai vu certains coureurs le faire. Il est en train de se relancer, Marc. Ceux qui font du vélo se rendent compte, et tous les coureurs, tous les anciens coureurs se rendent compte de ce qu'il est en train d'endurer. Marc souffre là, il va au-delà de lui-même. C'est terrible qu'il est en train de vivre, mais pour gagner Paris-Roubaix, il ira au-delà de toutes ses forces. Jean-Paul. Surhumain, comme Patrick Sen. Oui, Thierry. Non, c'est Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. Je viens de faire un écart, donc le dernier écart dans la zone pavée numéro 1. Eh bien, Madiot possède 1 minute et 6 secondes sur Valérie. Oui, c'était visible à l'image. Merci pour ces précisions, Jean-Paul. C'est vrai que Marc était en train de voltiger et l'information là est répandue maintenant dans le vélodrome et le public réagit comme il se doit. Ça va être une ovation extraordinaire pour Marc Madiot. Écoutez, vous entendez peut-être avec nous ce public de Roubaix, on se croirait dans une salle de basket. Et c'est extraordinaire de voir tant de monde se déplacer pour suivre l'arrivée d'une course cycliste. Ça prouve combien le cyclisme est une discipline en plein essor actuellement. Ballerini, coup de pompe, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Aucun des deux n'est épargné pour le moment. Mais c'est tellement splendide, c'est tellement unique comme match, enfin unique. Dans l'histoire de Paris-Roubaix, il y a eu de merveilleux exploits accomplis. Mais là, c'est une poursuite tellement délicate entre les deux hommes engagés à fond sur les 20 derniers kilomètres qu'ils ont négligé les autres. Et à 5 km de l'arrivée, Ballerini doit maintenant savoir qu'il ne sera pas premier et qu'il lui faut absolument au moins sauver la face avec la deuxième place. Les 5 plus longs, les 5 plus beaux kilomètres pour Marc Madiot, lancé seul maintenant à l'assaut de Roubaix. Moins de 4 km à accomplir pour Madiot. Marc est fatigué, il est cuit, il a mal partout, c'est évident, tous ses muscles le font souffrir, mais il donne tout ce qu'il a, porté maintenant par la foule qui a pris place à plus de 5 km de l'arrivée, vous le voyez, et soyez très attentifs à l'accueil qui va être celui que réservera le public de Roubaix à Madiot. Ça va être un des grands moments de notre saison sportive. Les bras sont bien détendus, il a une facilité encore. Tout ça aussi, c'est un travail, c'est le fruit d'un travail de musculation, de culture physique, de vie saine. Et la lucidité pour changer, voilà, virage à gauche. Oh, c'est fait maintenant de toute façon. Dans M. Il ne peut plus lui arriver grand chose à Marc. C'est superbe ce qu'il est en train de faire.
Lannoy. On tournera à gauche au fond du village là-bas. Avec ce fameux virage hanté dont nous parlons chaque fois que nous passons devant avec Robert. Avec un fleuriste au bout de la ligne droite. Et on se dit bien qu'un jour un coureur ira atterrir dans les fleurs. Dans un manque de lucidité de fin de course, car ce fleuriste est passé, mais alors exactement où il ne faut pas, et peut vraiment poser des problèmes à un coureur qui manquerait son virage. S'il vous écoute, il va être inquiet de savoir qu'il représente autant de danger. Et nous, avec Yvon Moulin comme pilote, on ne risque rien quand on passe devant ce fleuriste. On sait qu'il ne nous emmènera pas dans la vitrine. Madio, lancé donc dans les rues de Lannoy. Tout au bout là-bas, on tournera à gauche. Et ensuite, ironie de l'histoire, il y a des pavés. Les zones pavées sont terminées, mais dans Lannoy, à la fin de la traversée de Lannoy, on retrouve des pavés. Comme s'il n'y en avait pas assez sur ce Paris-Roubaix. Comme si Albert Bouvet avait demandé au service de la ville d'en rajouter un petit peu. Comme ça, juste pour se faire plaisir. Il n'y a même plus de suspense, c'est terrible. Non mais il a gardé toute sa lucidité en plus, Marc. Il n'a pas repris les grands développements. C'est tout à fait ce qui lui convient là. Voilà Marc dans Lannoy. Là il en a remis un peu. Il est très bien, là, il est facile. Il donne tout ce qu'il a pour s'assurer. Alors qu'il a un casque à boudin, vous aurez remarqué. Avec cette discussion sur les casques, et dans quelques jours les coureurs pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà, vous allez voir le fleuriste au fond là-bas. On va y arriver tout à l'heure. Regardez. Vous voyez là, il ne faut pas aller tout droit. Il y a un virage en T là-bas. Et il ne faudra pas se tromper. Il va falloir tourner à droite pour retrouver des pavés. Voilà, le fleuriste, il est là au fond, vous voyez. Le voilà, le fleuriste. Passer par la cuisine, c'est voilà. plus court. Oh, et derrière, ça Ballerini rejoint. Oui, Ballerini. Merci Régis Forestier de nous montrer la moto numéro 2. Alors que Madio, lui, part vers la victoire. Il va retrouver des pavés ici. Voilà, ces pavés dont nous vous parlions. Et ensuite, après ces immeubles et ces usines, on découvrira la Flamme Rouge. Le dernier kilomètre, le kilomètre de bonheur pour Marc. Attention, voilà, il faut être prudent. Les coureurs qui ont eu la chance de gagner Paris-Roubaix et tous ceux qui ont remporté Paris-Roubaix depuis 85 qui étaient au départ, sauf ce pauvre Sean Kelly que nous saluons, eh bien les coureurs disent on ne peut pas imaginer ce que l'on ressent quand on rentre tout seul dans le vélodrome, alors que vous avez vu là Jean-Claude Colotti qui va encore faire une très belle place d'honneur sur Paris-Roubaix. Donc c'est dur. Oui, c'est dur. C'est vrai qu'on s'intéresse. Ça se souviendra de son finale de Paris-Roubaix. On s'intéresse plus à ce qui se passe devant et à Marc qui a la bagarre pour la deuxième place. C'est là aussi le lot du cyclisme. On ne retient souvent que le nom des vainqueurs. Mais on surveillera Colotti. Fin de la dernière zone pavée. On va monter à gauche dans le village. Voilà, la montée, c'est la dernière difficulté, Marc. Il faut en mettre un petit peu dans cette montée. Ensuite, c'est le boulevard pour la gloire. Le vélodrome qui est là derrière ce pâté de maison, tout proche maintenant, Marc. Personne ne tient plus en place à côté de nous. On a toujours à craindre quelque chose alors. Et c'est la flamme que va découvrir Marc dans quelques instants. La voici, la flamme rouge du dernier kilomètre. Voilà, ça c'est le kilomètre du bonheur. Ça n'appartient qu'à lui. Il sait qu'il va remporter Paris-Roubaix pour la deuxième fois, signant là un exploit parfaitement historique. Le seul Français depuis 1921 à réussir cette fabuleuse performance. Ce moment lui appartient, il doit en jouir, même s'il souffre de tous les muscles de son corps. Ce qu'il est en train de réaliser est époustouflant. 266 km 500 et au bout le bonheur. On va encore faire le tour du pâté de cette maison alors que Colotti est là en troisième position. On suivra bien sûr avec beaucoup d'intérêt le sprint pour la deuxième place. Fin de du premier secteur, c'est fait pour Marc. Sauf énorme incident, énorme surprise, c'est fait. Il faut du culot et de la classe pour faire ce qu'a réalisé aujourd'hui Marc Madio. On s'intéressera bien sûr à Colotti après pour la deuxième place. Pour l'instant, on va suivre Madio qui va s'offrir un tour d'honneur extraordinaire. Il a un retour. Voilà. Ça, c'est la longue ligne droite avec les arbres. À droite, c'est le vélodrome. Ne te trompe pas, Marc, c'est à droite au bout. Oh là là, ce qu'il doit ressentir, Madio. C'est formidable. Regardez.
Est-ce qu'il va s'offrir un petit coin de toilette pour la photo? Ah, ça fait Il n'a partie pas de la besoin. légende. Ah, il a une belle gueule. Besoin d'aucun artifice, lui. On peut dire qu'il a une belle gueule. Voilà, il rentre à droite, Marc. Regardez, écoutez, écoutez. Écoutez le public de Roubaix. Écoutez ça. Oh, quand le cycliste vient comme ça, en communion avec son public, on se croirait dans l'Alpe d'Huez. Écoutez le public de Roubaix accueillir Marc Madiot. Le voici, écoutez. Sur la piste. Le voici. Phénoménal moment. Écoutez le public de Roubaix debout. C'est exceptionnel ce qui se passe ici. Encore un tour pour Marc Madiot. Des milliers de personnes massées dans le vélodrome de Roubaix pour assister à la victoire de Marc Madiot. Il lui reste un tour. Regardez le geste de Marc, vengeur, gagneur. Peut-être va-t-il croiser Colotti et les autres là-bas à la fin de son premier tour. Le public qui scande Madiot. Un des grands moments de l'histoire du cyclisme français. Écoutez ce public. Fini à 60 à l'heure, c'est prodigieux. Madiot, vainqueur de Paris-Roubaix pour la deuxième fois. Le seul Français à avoir réussi pareil exploit depuis 1921, depuis 70 ans. Vainqueur du 89e Paris-Roubaix, vainqueur de légende devant des milliers de spectateurs qui lui réservent une ovation. Marc Madiot. On reviendra à Marc. Retour maintenant pour la deuxième place. C'est Colotti qui lance le sprint. Ballerini est dans sa roue. Colotti habite Grenoble. Il connaît très bien la piste, cher à notre ami Albert Fontaine. Alors, est-ce que cette expérience de la piste, rendez-vous compte, premier et deuxième, les Français, ce serait phénoménal. Colotti, Ballerini dans sa roue. Attention également à Wilfried Peters. Et à l'extérieur, c'est Marc Sergent qui est là également. Ouh là là, il est en costaud Colotti là, mais ça va être difficile. Bauer. Car ça va venir avec Steve de l'extérieur. Bauer battu l'an passé par Blancart, qui pourrait bien prendre sa revanche. Ça va être difficile là. Ah, on voit absolument rien. Tiens, je n'étais pas aperçu de ça. Colotti, oh là là, puis il y a des difficultés là. Ils sont doublés. Et oui, Colotti deuxième. Colotti deuxième, Pomans et Bauer. Extraordinaire. Premier, Madiot. Deuxième, Colotti. Troisième, Pomans. Quatrième, Bauer. Avec peut-être photo pour la troisième place. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Robert. C'est Bauer troisième, quatrième, Pomans ou l'inverse. En tout cas, c'est historique tout simplement. On va quand même pas cacher notre plaisir. C'est une jouissance de voir ça, de voir un public communier comme ça avec son sport. C'est rare que le public puisse être aussi près. Ces arrivées en vélodrome, c'est phénoménal. Et le public a participé d'un bout à l'autre de l'échappée, souhaitait la victoire de Madiot, et prenant que Ballerini était un vainqueur possible, a également suivi cet exploit de Ballerini. Donc c'est la course parfaite qui a séduit tout le monde. Olaf Ludwig ici.